L'histoire commence avec le roi Grey, le souverain le plus puissant du monde, menant son armée dans une guerre brutale. Ses forces submergent le champ de bataille, des avions de chasse sèment la destruction depuis le ciel, et des explosions ravagent la terre. Les cris du peuple s'évanouissent dans le silence. Debout au sommet le plus élevé, il observe la dévastation se dérouler, mais au fond de lui, il ne ressent rien d'autre que du vide. De retour dans son immense château, le roi Grey contemple son armée apparemment invincible à travers une grande fenêtre. Ce qui autrefois lui procurait de la fierté lui semble maintenant dénué de sens. Pris de désespoir, il se tourne vers d'anciennes écritures à la recherche de réponses. Avant qu'il ne puisse ordonner ses pensées, une force surnaturelle l'attire, et soudain, il se sent flotter, dérivant dans un abîme aquatique. Une voix lointaine l'appelle, l'exhortant à chercher la lumière dans sa nouvelle vie. Sa vision se brouille, et lorsqu'elle s'éclaircit, il se retrouve dans les bras de deux étrangers. Une femme s'émerveille de ses cheveux, qui sont de la même couleur que les siens, tandis qu'un homme remarque que ses yeux ressemblent aux siens. Leurs voix lui sont inconnues, mais pleines de chaleur. L'homme se présente comme Reynolds, affirmant être son père, tandis que la femme l'appelle tendrement son fils et se dit être sa mère. Leur joie est évidente, mais son esprit est envahi par la confusion. Il ne les reconnaît pas, pourtant il lui parle avec affection. Ses souvenirs en tant que roi Grey restent intacts, mais une vérité indéniable s'impose à lui, son royaume, son pouvoir et sa vie passée ont disparu. La réalité s'impose alors qu'il prend conscience de l'impossible, il est né de nouveau. Lui, le roi invaincu après tant de victoires, est désormais réduit à un nourrisson impuissant. Sa mère le tient doucement et l'encourage à rôter. Son corps réagit instinctivement, et elle le félicite avec un sourire. Il observe Alice et Reynolds prendre soin de lui, convaincu qu'il est leur enfant. Tout cela semble logique, mais une frustration profonde demeure en lui, peut-être même une peur face à cette existence sans pouvoir. Reynolds l'appelle avec enthousiasme et tend un doigt. Son minuscule poing se referme dessus par réflexe, et Reynolds éclate de joie, persuadé qu'Arthur l'aime déjà. Mais en réalité, ce n'est qu'une réaction involontaire. Avant même de pouvoir assimiler ses émotions, son corps le trahit à nouveau, il se salit sans aucun contrôle. Sa mère rit, qualifiant cela de gros coup, et se prépare joyeusement à le nettoyer. Rien ne se passe comme il l'aurait souhaité. Son nouveau corps lui semble une prison. Il voudrait se réveiller de ce rêve absurde, mais il persiste. Bientôt, il assiste à quelque chose d'encore plus étonnant. Son père, Reynolds, s'entraîne dehors. Il concentre son énergie, renforçant son corps avec du mana avant d'asséner un puissant coup à un énorme rocher, le brisant en morceaux. Arthur observe avec curiosité, mais la démonstration prend une tournure comique lorsqu'un éclat de pierre rebondit et frappe Reynolds à la tête. Alice soupire et s'approche pour soigner la blessure avec une touche de magie. Arthur est fasciné. Ce monde possède des pouvoirs qui lui sont totalement inconnus. Plus tard, lors d'une aventure avec son groupe, Reynolds terrasse un monstre géant d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, Alice et Arthur attendent à la maison. Lorsqu'il rentre, Alice l'accueille chaleureusement. Arthur, toujours aussi observateur, continue d'analyser son environnement, conscient que le savoir est une arme en soi. Reynolds, les mains couvertes de sang de monstre, hésite avant de les prendre dans ses bras, réalisant qu'il devrait se laver d'abord. Arthur note que cette société permet aux individus de posséder des armes, ce qui implique un niveau de danger nécessitant de la force. Cette pensée renforce sa détermination, il doit acquérir du pouvoir au plus vite. Alice s'assure que Reynolds est rentré sain et sauf, et il la rassure en disant que ce n'était qu'une mission facile. Alors qu'Alice prépare Arthur à faire la sieste, il repense à sa vie passée, où des assassins le traquaient chaque nuit. La simple liberté de dormir sans crainte est une chose à laquelle il n'a jamais été habitué. Malgré ses frustrations, des moments comme celui-ci ne sont pas si désagréables. Après quelques mois, le bébé commença à ramper. Inquiète, Alice demanda à Reynolds de s'assurer qu'Arthur ne se cogne pas la tête. Reynolds la rassura, bien qu'il fût tout aussi prudent. Arthur rampa jusqu'à un miroir et fixa son propre reflet. Ses parents trouvèrent cela adorable, mais pour Arthur, le nom au petit Arthur lui semblait encore étranger. Cependant, il considérait cela comme un détail sans importance. Plus tard dans la nuit, sa mère le borda avec un baiser de bonne nuit. Une fois qu'elle quitta la pièce, Arthur ouvrit les yeux et descendit silencieusement de son berceau. Il avait enfin acquis un contrôle total sur ses membres. Se déplaçant avec rapidité et précaution pour éviter d'être remarqué, il glissa hors de la chambre, passant devant sa mère occupée à faire la vaisselle. Son objectif, la bibliothèque. Une fois arrivé, il se mit à lire avec empressement. Pour lui, la connaissance était une arme, et il venait enfin d'accéder aux informations qu'il recherchait, les détails de ce monde. Arthur découvrit que le continent où il était né s'appelait Dikaten. Il était composé de 3 royaumes, le royaume de Darve, une nation souterraine habitée par des nains, le royaume des Noirs, une nation d'elfes cachée au cœur d'une vaste forêt, et le royaume de Sapin, où il vivait actuellement, le plus peuplé et principalement habité par des humains. Contrairement à son ancien monde où il avait conquis le trône par la force, cette monarchie fonctionnait sur le principe de l'héritage royal. Il poursuivit sa lecture et comprit que, comparé à son passé,
Ce monde en était encore à un stade de développement. La raison de son retard technologique était la magie. Une source de pouvoir appelée mana existait ici. La capacité à contrôler le mana était en grande partie héréditaire et ne se manifestait que chez une personne sur 100. Il existait de grandes utilisations du mana, l'augmentation et la conjuration. Les augmentateurs utilisaient le mana pour renforcer leur corps, leur conférant une force, une défense et une agilité incroyables. Les conjurateurs, en revanche, projetaient le mana à l'extérieur et le façonnaient selon leur volonté. Arthur se rappela comment sa mère avait utilisé la magie de guérison, réalisant ainsi qu'il existait des exceptions à ces règles. Cependant, la clé du contrôle du mana résidait dans le noyau de mana. La plupart des mages commençaient à développer leur pouvoir entre la puberté et la fin de l'adolescence, en concentrant le mana dispersé dans leur corps en un seul point pour former un noyau de mana. Cela marquait le début de leur parcours en tant que mage. Arthur compara ce concept à ses connaissances passées sur le ki, où la maîtrise de l'énergie interne était essentielle. Déterminé à tester si son savoir antérieur pouvait lui offrir un avantage, il se concentra. Une petite quantité de mana commença à se rassembler autour de lui. Mais avant qu'il ne puisse explorer davantage, sa mère le souleva brusquement. Elle l'avait cherché et l'avait finalement trouvé. Arthur craignit qu'elle n'ait remarqué son expérience, mais au lieu de cela, elle lui demanda s'il s'était sali. Pris par sa concentration, il ne s'en était même pas rendu compte. Sa mère, déjà certaine de la réponse, l'emmena le changer. Arthur était mortifié. Il détestait se sentir aussi impuissant. Plus que jamais, il était résolu à acquérir du pouvoir au plus vite. 2 ans s'étaient écoulés depuis sa naissance, et Alice songeait souvent à la rapidité avec laquelle le temps passait. Arthur était un enfant curieux et gentil, mais malgré tout, il n'avait jamais souri. Un jour, elle l'aperçut par la fenêtre, en train de s'entraîner avec Reynolds. Arthur maniait une épée en bois avec une habileté surprenante, tandis que Reynolds le félicitait avec enthousiasme. Voyant cela, Alice se mit en colère et exigea de savoir ce que Reynolds faisait avec leur petit garçon. Reynolds hésita et tenta d'expliquer qu'il ne faisait que lui enseigner les bases de l'escrime, mais Alice était furieuse. Arthur venait à peine d'apprendre à marcher, et Reynolds le forçait déjà à manier une arme. Comprenant son erreur, Reynolds s'excusa rapidement. Observant la situation, Arthur comprit qu'au sein de sa famille, Alice détenait davantage d'autorité. Il se demanda si cela était propre à leur foyer ou si le monde entier fonctionnait selon un système matriarcal. Plus tard, Alice emmena Arthur au marché, un endroit qui semblait toujours l'exciter. Il observait attentivement tout ce qui l'entourait, utilisant ses sorties pour recueillir des informations sur le monde. Les armes exposées sur les étals lui permirent d'évaluer le niveau technologique du royaume. Il découvrit également des substances et des matériaux qu'il n'avait jamais vus dans sa vie précédente. Mais ce qui l'intriguait le plus était de voir des gens utiliser la magie sous ses yeux. Cette expérience s'avérait précieuse. Sur le chemin du retour, Arthur s'endormit dans les bras d'Alice. Elle sourit doucement et murmura qu'il était sûrement l'heure de la sieste. À moitié endormi, Arthur réfléchit à sa vie. Ses parents prenaient soin de lui de toutes les manières possibles, s'assurant qu'il ne manquait de rien. Même s'il se sentait parfois limité, il ne pouvait nier que cette existence n'était pas désagréable. Il se demande alors si c'est à cela que ça ressemble d'avoir une famille. Dans sa vie précédente, il avait été abandonné à la naissance et élevé dans un orphelinat, n'ayant jamais connu la chaleur parentale. Mais dans cette vie, cette chaleur l'entourait en permanence, et il trouvait cela étrangement réconfortant. Alors qu'il dormait, Alice passa doucement ses doigts dans ses cheveux. Elle avait remarqué ses petites habitudes, la façon dont il sortait discrètement du lit pour lire, l'éclat qui animait ses yeux lorsqu'ils allaient au marché. Cela lui rappelait Reynolds. Elle savait qu'un jour, tout comme son père, Arthur voudrait explorer le monde. Mais au fond d'elle, elle espérait qu'il puisse mener une vie paisible. Le lendemain matin, Arthur observa son père s'entraîner. Il se sentit chanceux d'avoir un modèle vivant à étudier de si près. Reynolds renforça son corps avec du mana, puis frappa un rocher, le réduisant en morceaux. Avec un sourire confiant, il demanda à Arthur s'il était impressionné. Mais ce dernier ne put s'empêcher de penser qu'il aurait été plus rapide de simplement ramasser les pierres. Alice posa doucement ses mains sur les épaules de son fils et lui assura que Reynolds n'avait même pas encore montré toute l'étendue de son talent. Cette fois, son père se concentra davantage, augmentant encore sa force. Il envoya un puissant coup de poing dans l'air, puis frappa le sol d'un coup de pied, générant une onde de choc visible. Arthur comprit alors que son père était un augmentateur, un utilisateur de mana spécialisé dans le renforcement du corps. Alice, fière, demanda à Arthur si cela l'impressionnait. Il émit un léger bruit en guise de réponse, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'être un simple spectateur. Avant qu'il ne puisse agir, Alice lui rappela que l'heure de la sieste approchait. Arthur se tourna vers la bibliothèque et la désigna du doigt, exprimant clairement son envie de lire à la place. Mais Alice resta ferme, la sieste d'abord. Refusant d'abandonner si facilement, Arthur lui lança un regard suppliant, ses yeux brillant d'une détermination innocente. Alice hésita, tentant de résister, mais il continua à la fixer avec une expression attendrissante. Finalement, elle soupira et céda,
lui permettant de lire un peu avant sa sieste. Lorsqu'elle partit, Arthur se sentit victorieux. Au cours des 2 dernières années, il avait accumulé une immense quantité de connaissances, mais sa découverte la plus précieuse restait le processus de formation du noyau de mana. Il s'agissait de rassembler les fragments dispersés de mana dans son corps et de les concentrer en un seul point. Le processus avait été ardu, mais ses efforts commençaient enfin à porter leurs fruits. Alors qu'ils s'entraînaient avec diligence, Alice et Reynolds discutaient à l'extérieur. Soudain, une puissante explosion retentit dans la maison. Instinctivement, Reynolds protégea Alice des débris volants. Son dos fut brûlé par le souffle, mais son unique préoccupation était la sécurité de sa femme. Alice le rassura en lui disant qu'elle allait bien, mais un vent de panique s'empara d'elle. Arthur était encore à l'intérieur. Reynolds se précipita à l'intérieur et fut stupéfait par ce qu'il vit. Arthur flottait dans les airs, enveloppé d'une aura de mana intense. L'explosion avait été provoquée par la seule force de son pouvoir. Cela n'avait aucun sens. Il n'avait même pas 3 ans. Alice, inquiète, l'appela pour s'assurer qu'il allait bien. Mais elle aussi était sous le choc du spectacle qui s'offrait à elle. Reynolds, encore incrédule, se tourna vers Alice et murmura « Leur fils avait déjà atteint un niveau extraordinaire ». Pendant ce temps, Arthur resta calme, réalisant que ses études avaient enfin porté leurs fruits. C'était une première étape cruciale vers la maîtrise de ses capacités. Mais à peine eut-il cette pensée qu'une poutre en bois brisé s'effondra vers lui. Il tenta d'esquiver, mais trébucha et tomba. À cet instant, une idée traversa son esprit, il ne pouvait pas mourir dans un endroit comme celui-ci. Avant que les débris ne l'écrasent, ses parents réagirent immédiatement. Reynolds bloqua la poutre en chute, tandis qu'Alice se précipita et l'enlaça protectivement. À ce moment-là, Arthur comprit quelque chose, ses parents seraient toujours là pour le protéger. C'était leur devoir en tant que parents. Alice tremblait en le serrant contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Reynolds, inquiet, se tourna vers elle et demanda si Arthur allait bien. Après l'avoir examiné, elle hocha la tête, soulagée, répétant qu'il n'avait rien. Les larmes aux yeux, elle murmura à quel point elle était reconnaissante. Arthur observa leur réaction avec perplexité, se demandant pourquoi ses parents pleuraient. Une mémoire lointaine de sa vie passée refit surface. Il se souvenait d'une compétition d'escrime où il avait vaincu un adversaire. Après sa défaite, les parents du garçon s'étaient précipités pour s'occuper de lui. Ils avaient accompli leur devoir, et dans l'esprit d'Arthur, ils auraient dû être fiers. Mais aujourd'hui, il comprenait que quelque chose était différent. Ce n'était pas une leçon tirée d'un livre, ni un savoir acquis dans son ancienne vie. C'était une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, une sensation inconnue qui l'envahissait. Submergé par ce flot de sentiments, il cria pour la première fois, dans ses 2 vies. Au plus profond de son cœur, une question résonna, qu'était exactement ce sentiment? On a un aperçu de la vie passée d'Arthur, autrefois connu sous le nom de roi Grey. À cette époque, un serviteur royal fut surpris en train d'essayer de l'assassiner. Selon la loi, il aurait dû être exécuté sans la moindre hésitation. Mais le conseil du roi décida plutôt de l'exiler dans son pays natal avec toute sa famille, sachant pertinemment qu'un sort bien pire que la mort les y attendait. L'agresseur, désespéré et terrifié, supplia Grey d'épargner sa famille. Mais Grey, sans la moindre pitié, tua la femme et la fille de l'homme sous ses yeux. Non pas par vengeance, mais comme un acte de miséricorde. Une démonstration glaçante de son sang-froid extrême. C'est donc presque inimaginable de penser qu'Arthur, ce gamin à l'allure si innocente, est le même homme qui a autrefois régné avec une détermination aussi impitoyable. Actuellement, Arthur passe du temps avec son père, Reynolds, qui lui offre une paire de gants de combat identiques aux siens. Mais Arthur les refuse, préférant rester fidèle à son épée en bois. Il estime qu'avec son physique actuel, porter les gants raccourcirait trop sa portée et le désavantagerait. Reynolds ne proteste pas et ne le force pas. Il sourit simplement et entame leur séance d'entraînement habituelle. Mais aujourd'hui est différent. En plein combat, Arthur révèle qu'il a appris à renforcer son épée avec du mana. Grâce à cette révélation soudaine, il désarme complètement Reynolds pour la première fois. Arthur gagne, laissant son père choqué, sans voix, et complètement pris de court par les progrès fulgurants de son fils. Plus tard, au dîner, Reynolds décide de trouver à Arthur un véritable instructeur, ayant compris qu'il risquerait de freiner ses progrès s'il continuait seul. Mais Alice, la mère d'Arthur, s'oppose à cette décision. Elle sait que cela signifie qu'Arthur devra quitter leur maison et partir seul en ville, alors qu'il n'a que 4 ans. Reynolds insiste, expliquant qu'Arthur est désormais capable d'enchanter n'importe quoi avec de la magie, et affirme que c'est pour son avenir. Le couple se dispute à table. Arthur propose alors une solution simple pour satisfaire les deux, que ses parents l'accompagnent tous les deux en ville. Ainsi, Reynolds pourra lui trouver un véritable tuteur, et Alice pourra rester aux côtés de son fils. Les parents acceptent immédiatement et commencent à faire leurs valises pour déménager. Peu de temps après, le groupe d'amis de Reynolds, une guilde d'aventuriers appelée les Twin Horns, vient personnellement escorter Arthur et sa famille jusqu'à la ville. Arthur se présente à eux, ainsi qu'à leur chef, Adam, qui lui dit qu'ils se sont déjà rencontrés,
mais pense qu'un enfant de son âge ne s'en souviendra sûrement pas. Pourtant, Arthur se souvient parfaitement de tout. C'était lorsqu'il avait accidentellement fait exploser leur maison. À l'époque, les Twin Horns étaient venus aider à la reconstruire, et Arthur avait entendu toutes leurs conversations. C'est ainsi qu'il avait découvert que ses parents faisaient autrefois partie du groupe avant de se retirer pour fonder une famille. Une fois qu'Adam termine sa discussion avec Arthur, Angela s'approche pour lui faire un câlin si serré qu'il ne peut plus respirer. Durden Walker, le colosse du groupe, remarque qu'Arthur peine à s'en sortir et le tire rapidement des bras d'Angela. C'est alors qu'Arthur remarque une jeune fille qu'il observe en silence depuis le haut de la carriole. Elle s'appelle Jasmine Flamsworth. Elle n'a pas l'air très avenante et se contente de le fixer à distance. Arthur se perd un instant dans son regard, jusqu'à ce qu'Hélène vienne lui serrer la main et se présenter, ainsi que Jasmine. Avec cette brève introduction des membres des Twin Horns, le voyage vers la ville de Xyrus peut enfin commencer. Pendant le trajet, Arthur ne peut s'empêcher de commenter à voix basse à quel point le système de transport lui paraît primitif comparé à son ancien monde, où les voitures volantes étaient monnaie courante. Cela dit, il ne trouve pas ça si terrible, surtout avec sa mère toujours attentionnée à ses côtés. Ils font plusieurs pauses chaque jour et, au cours de l'une d'elles, un groupe de loups sauvages surgit et attaque. Arthur prend alors conscience, pour la première fois, de la véritable dangerosité du monde extérieur. Jasmine entre en scène et abat les loups avec une aisance remarquable à l'aide de ses dagues. Reynolds, Adam et les autres membres des Twin Horns se joignent rapidement au combat et règlent la situation sans trop de difficultés. Spectateur unique de l'affrontement, Arthur est profondément inspiré par ses compagnons et commence à avoir hâte de participer lui aussi à un vrai combat. Le soir venu, le groupe se régale autour d'un bon repas. Mais Arthur remarque que sa mère, Alice, ne mange rien. Elle prétend être rassasiée, mais quelque chose ne tourne pas. Lorsqu'elle repère une blessure sur le bras de Reynolds, elle se lève immédiatement pour le soigner. À ce moment-là, l'atmosphère change, le groupe devient soudain plus attentif, veillant discrètement à ce que personne ne les observe. Arthur comprend alors que ces précautions sont prises parce que la magie de soin est rare et convoitée dans ce monde. C'est d'ailleurs pour cette raison que Reynolds et Alice vivaient isolés dans les collines, pour protéger le secret des pouvoirs de guérison d'Alice. Après le repas, Adam demande à emprunter Arthur à ses parents pour un petit duel. Il veut tester de ses propres yeux les compétences que Reynolds lui attribue. Les autres membres du groupe, tout aussi curieux du potentiel de l'enfant prodige, forment un cercle autour d'eux. Une véritable foule inattendue pour ce petit garçon de seulement 4 ans, qui se demande si aucun d'entre eux ne s'inquiète ne serait-ce qu'un peu pour lui. C'est le tout premier duel d'Arthur contre quelqu'un d'autre que son père. Et contrairement à Reynolds, qui utilisait seulement un bâton en bois, Adam manie une véritable lance, bien qu'elle soit enveloppée de bandages. Dès le début du duel, Adam n'y va pas par 4 chemins et renforce son arme avec du mana. Arthur réplique aussitôt, mais va plus loin encore, il canalise du mana dans ses jambes pour augmenter drastiquement sa vitesse. Dans un éclair, il fonce et porte le premier coup avant même qu'Adam ne puisse réagir. Puis, il glisse entre ses jambes avec une agilité déconcertante et reprend ses distances, laissant le groupe bouche bée devant sa vitesse et sa précision. Le combat s'intensifie. Ils s'affrontent frontalement, mais il devient vite évident que l'écart de puissance entre eux est réel. Arthur, n'ayant pas la moindre force brute, est littéralement projeté en arrière par l'attaque d'Adam. L'impact le fait voler dans les airs et il comprend immédiatement à quel point son corps d'enfant est encore léger et fragile pour le combat rapproché. Avant qu'il ne s'écrase violemment au sol, Angela utilise sa magie du vent pour le ralentir et adoucir sa chute. Durden intervient rapidement, réprimandant Adam pour être allé trop loin avec un enfant. Il lui rappelle qu'il était censé se retenir. Adam lève les mains en signe de défense, admettant qu'il s'est laissé emporter. Mais c'est uniquement parce que la technique d'Arthur l'a complètement pris au dépourvu. Intérieurement, il se demande quel genre d'entraînement infernal Reynolds a pu imposer à ce gosse pour en faire un tel monstre à seulement 4 ans. En se tournant, il aperçoit Jasmine qui le regarde d'un air curieux. Elle veut savoir comment il a fait ça et le supplie de lui apprendre. En voyant son visage obstiné, il comprend vite qu'elle ne le lâchera pas tant qu'il ne lui aura pas montré. Le lendemain matin, le groupe reprend la route. Ils font une halte dans un coin tranquille pour qu'Arthur poursuive son entraînement. Adam lui enseigne les bases du maniement de la lance, pendant que son père enchaîne quelques poses musclées à la manière d'un coach de salle de sport, bien qu'il reste un faible malgré tout. Ensuite, Hélène initie Arthur au tir à l'arc, et en un rien de temps, il devient étonnamment bon. Une fois tous ses entraînements terminés, il honore la promesse faite à Jasmine et commence à lui donner les cours qu'elle réclamait. Elle se révèle être une élève rapide et appliquée. Plus tard dans la soirée, alors qu'Arthur lit tranquillement un livre, Jasmine continue de le fixer, comme hypnotisée par son charme inexistant. Très vite, elle commence à se comporter comme une véritable stalker. Le jour suivant est l'anniversaire d'Arthur. Contre toute attente, Jasmine lui offre un poignard en cadeau, provoquant la surprise des autres filles du groupe. Elle se met même à lui expliquer comment s'en servir, avec une attention très particulière. Lassé de ses enfantillages et visiblement aigri par sa condition de célibataire endurci, Adam interrompt le moment pour annoncer qu'il est temps de repartir. Mais alors qu'il se prépare,
Alice appelle son fils. Il remarque immédiatement qu'elle n'a pas l'air bien. Lorsqu'il lui demande ce qui ne va pas, elle affirme que tout va bien, sauf qu'il n'est pas dupe et ne croit pas à ses balivernes. La caravane reprend la route, mais bientôt, le groupe est attaqué par des bandits. Tous sautent de la carriole pour se mettre en position de défense. Une volée de flèches s'abat sur eux, mais Angela érige un bouclier magique pour les protéger. Arthur observe la situation, ils sont largement encerclés. Le chef des bandits, un homme au visage carré comme un cube, donne l'ordre à ses hommes d'épargner les femmes et les enfants, mais il compte les capturer pour les revendre à bon prix. Les bandits chargent violemment, et Alicia, clairement effrayée, tente de calmer Arthur. Avant que les ennemis n'aient le temps de les atteindre, Durden les repousse d'une puissante attaque, tandis que Reynolds en enchaîne plusieurs à coups de poing. Un des assaillants tente de frapper Reynolds, mais Hélène décoche une flèche en plein cœur de l'ennemi. Adam tranche ses adversaires avec sa lance, et Jasmine les neutralise avec ses dagues, rapides et précises. En les regardant combattre ainsi, Arthur prend pleinement conscience du niveau individuel de chacun des membres des Twin Horns. Ils sont tous incroyablement compétents. Cependant, les bandits sont bien trop nombreux. Malgré leur vaillance, le groupe commence à fatiguer. Les bandits continuent de foncer sur eux, implacables. Bientôt, Reynolds est violemment projeté contre la carriole. Il s'effondre, inconscient. C'est le moment que choisit le chef des bandits, au visage grotesque, pour s'approcher dangereusement d'Alice et d'Arthur. En voyant Reynolds dans cet état, Arthur et sa mère sortent précipitamment de la carriole pour lui venir en aide. Mais à ce moment-là, Reynolds rouvre les yeux. Bien qu'il soit visiblement à bout de force, il se redresse et leur demande de reculer. Même dans cet état pitoyable, il choisit d'assumer son rôle d'homme jusqu'au bout. Il supplie Arthur de s'enfuir avec sa mère. Mais Arthur, l'imbécile au cœur pur, insiste pour rester et se battre à leur côté. C'est alors que son père lui révèle une vérité qu'il soupçonnait sans vouloir y croire, sa mère est enceinte. C'est pour ça qu'elle paraissait malade. Le choc lui coupe le souffle. Reynolds insiste. Il fait confiance à Arthur pour protéger sa mère, et son futur frère ou sœur. Sans perdre plus de temps, Arthur prend Alicia par la main et s'enfuit avec elle. Furieux, le chef des bandits ordonne qu'on les pourchasse. Mais Reynolds s'élance droit sur lui, prêt à vendre chèrement sa peau. Alors qu'Arthur et sa mère risquent d'être rattrapés, Adam et Jasmine interviennent, lançant des couteaux pour dégager leur passage. Tous les membres de la guilde s'unissent pour faire barrage aux assaillants, offrant une chance de fuite au duo. Pendant leur fuite, Arthur ne peut s'empêcher de repenser à son passé. Autrefois, il était celui qui ôtait la vie sans trembler. Et voilà qu'il court, terrifié à l'idée de perdre la sienne. Cette pensée le ronge. Il est furieux. Mais que peuvent faire ses petits pieds, sinon courir? Soudain, il sent une magie menaçante en provenance de la montagne. Il lève les yeux, un inconnu est prêt à frapper. D'un geste instinctif, Arthur pousse sa mère de côté et encaisse l'attaque magique de plein fouet. Il perd l'équilibre et chute de la montagne. Alors qu'il tombe, une idée s'impose à lui, je ne partirai pas seul dans l'au-delà. Il dégaine le poignard offert par Jasmine, auquel est attachée une corde, et le lance de toutes ses forces vers son ennemi. La lame s'accroche à la jambe de ce dernier et l'entraîne avec lui dans sa chute. En parallèle, Durden et Angela tentent désespérément de le rattraper avec leur magie, mais il est déjà trop loin. Arthur continue de chuter. En bas, sa mère le regarde, le bras tendu vers lui, incapable de le sauver. Des larmes coulent sur ses joues, horrifié à l'idée de perdre son fils. Arthur, lui, ressent un étrange apaisement. Il a protégé sa famille. Même si cela doit lui coûter la vie, il est fier de ce qu'il a fait. Seul regret, il ne pourra jamais être le grand frère qu'il aurait voulu devenir. Mais contre toute attente, il survit. En ouvrant les yeux, il découvre une créature gigantesque, à l'allure monstrueuse, qui le fixe. Un frisson de terreur le traverse. Après cette chute mortelle, Arthur parvient d'une manière ou d'une autre à sortir de la rivière et à se réfugier dans une grotte. Cependant, il se retrouve nez à nez avec un monstre terrifiant et commence à regretter d'avoir cherché refuge ici. Il tente une attaque surprise pour augmenter ses chances de survie, mais le monstre le frappe simplement en plein vol et lui dit de se calmer. Le monstre assure à Arthur qu'il n'est pas maléfique et qu'il veut juste être ami. Mais au vu de la situation, je ne suis pas sûr qu'Arthur doive lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, Arthur est toujours gravement blessé, et ses blessures ne guériront pas s'il ne mange rien. Alors le monstre cueille des fruits sur les parois de la grotte. Il dit à Arthur de les manger, mais celui-ci ne fait pas confiance à des fruits qui poussent au mur au hasard. Il s'apprête à se lever pour tenter de parlementer, mais à ce moment-là, ses blessures le rattrapent. En essayant de se lever, il entend un craquement et se met à pleurer de douleur. Le monstre lui dit d'arrêter de pleurer car c'est déjà un miracle qu'il ait survécu à cette chute. Arthur a beaucoup de questions, mais le monstre refuse de lui répondre tant qu'il n'aura pas mangé les fruits. D'abord hésitant, Arthur croque finalement une baie, et découvre qu'elle est délicieuse. Une fois qu'il a bien mangé, Arthur demande au monstre s'il sait ce qu'il est advenu de ses parents. Le monstre explique qu'il ne peut pas quitter la grotte, donc il ne peut pas vérifier directement leur état, mais il a une capacité qui lui permet de voir à grande distance.
Il génère alors un écran et montre à Arthur que ses parents ont réussi à vaincre les bandits restants. Cela signifie qu'ils sont encore en vie, et Arthur est ravi d'apprendre cette bonne nouvelle. Il remercie le monstre de lui avoir transmis ces informations. Comme Arthur va rester coincé ici un moment, il décide d'être amical avec le monstre, qui s'appelle Sylvia. Elle se révèle être une personne vraiment gentille. Au fil des jours, Arthur reste dans la grotte, mange et se repose pour guérir. Sylvia veille constamment sur lui. Quand son corps est enfin rétabli, Arthur veut rentrer chez lui au plus vite. Mais selon Sylvia, il ne survivrait jamais au voyage de retour tout seul. La grotte est en bordure de la forêt elfique, une région remplie de bêtes magiques et de bandits sans morale, bien trop dangereux pour Arthur. Mais cela ne veut pas dire qu'il restera ici pour toujours. Sylvia a la capacité d'ouvrir une faille dimensionnelle pour le renvoyer chez lui, ou du moins dans un endroit plus sûr que cette forêt, mais cela prendra du temps. En attendant, Arthur n'a rien de mieux à faire, alors il prend un bâton et commence à s'entraîner à l'épée. Quelques jours passent encore. Arthur apprécie la compagnie de Sylvia, mais il n'a toujours rien appris sur elle. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle ressemble à un monstre terrifiant, qu'elle se cache de quelque chose, et qu'elle est très gentille. Après une session d'entraînement à l'épée, Arthur s'assoit sur un rocher pour s'entraîner à manipuler son mana. Sylvia est impressionnée qu'un enfant aussi jeune ait déjà un noyau de mana, mais elle est sûre qu'il ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Elle tend la main et concentre une grande quantité de mana dans sa paume. Arthur est émerveillé, car Sylvia parvient à accumuler du mana tout en lançant un sort, une prouesse incroyable. S'il pouvait apprendre cette technique, il deviendrait sûrement très puissant. Mais avant de lui enseigner quoi que ce soit, Sylvia lui demande ce qu'il compte faire du pouvoir qu'il va acquérir. Arthur n'y avait jamais vraiment réfléchi, mais il repense à sa famille et ses amis, qui ont failli tous être tués par des bandits. Il dit donc à Sylvia qu'il utilisera ce pouvoir pour détruire quiconque osera faire du mal à sa famille. Sylvia n'aime pas du tout cette réponse. Elle lui donne une tape sur le front qui le fait reculer. Elle dit qu'elle ne transmettrait jamais sa technique à quelqu'un qui pense ainsi. Arthur ne comprend pas pourquoi elle s'énerve autant. Pour lui, il est naturel de vouloir éliminer ses ennemis. Pour lui faire comprendre son point, Sylvia approche son doigt de la tête d'Arthur et lui dit qu'elle pourrait très bien lui fendre le crâne avec, ou bien simplement le toucher doucement. Elle lui demande ce qu'il préfère. Arthur, évidemment, ne veut pas mourir, donc il dit qu'il préfère la douceur. Il est facile de se laisser guider par la colère et la haine. Mais une fois qu'on cède à cela, la vie devient un cycle vide et sans fin de haine. Elle ne veut pas qu'Arthur gaspille sa vie de cette façon. Alors elle lui repose la question, que feras-tu de ce pouvoir? Arthur y repense, mais cette fois il se concentre sur les sourires lumineux de ses proches. Il répond qu'il veut utiliser son pouvoir pour protéger ceux qu'il aime. Et cette réponse plaît beaucoup plus à Sylvia. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, un monstre ressemblant étrangement à Sylvia semble être sur ses traces, et il est tout près de la retrouver. Dans l'ancien monde d'Arthur, il était roi, mais cela ne voulait pas dire qu'il détenait tout le pouvoir. Ceux qui dirigeaient réellement, c'étaient les sénateurs. Arthur n'était finalement qu'un outil de guerre, appelé à exécuter des actes violents sur commande. Mais il n'a jamais aimé vivre ainsi. De retour au présent, Sylvia commence à enseigner sa technique à Arthur. Après lui avoir montré comment faire, elle lui demande d'essayer à son tour. Arthur commence à condenser le mana présent dans l'air ambiant. Une fois qu'il a compris comment faire, il parvient à utiliser ce mana pour se renforcer. Il sent déjà la différence dans sa force, alors il court vers Sylvia pour la remercier de lui avoir appris cela. Cependant, Sylvia sent soudainement quelqu'un approcher, alors elle pousse Arthur dans un tas de pierres et lui dit de rester silencieux. Arthur ne comprend pas ce qui se passe, alors il jette un coup d'œil à travers les rochers et voit un autre monstre qui ressemble exactement à Sylvia. Sylvia semble le connaître et est surprise qu'il ait réussi à la retrouver ici. Mais l'autre monstre ne veut pas perdre de temps, il exige que Sylvia le suive. Sylvia refuse, et il commence aussitôt à tirer des projectiles. Arthur veut aller aider Sylvia, mais il entend sa voix dans sa tête lui dire de ne pas s'inquiéter pour elle. Le monstre essaie de convaincre Sylvia de coopérer, sinon il devra la tuer. Mais Sylvia préfère mourir plutôt que de lui obéir. Elle commence à concentrer son mana et révèle sa véritable forme, elle est un dragon. Sous cette forme, elle peut utiliser bien plus de puissance. Elle lance un énorme rayon d'énergie que le monstre bloque, mais il lui dit qu'elle est insensée, car dans son état actuel, elle ne survivra pas à l'utilisation de tant de pouvoir. Sylvia le sait très bien, mais cela ne la dérange pas, elle a vécu une vie longue et heureuse. Elle parvient à projeter le monstre contre un mur, mais il se relève rapidement et contre-attaque, lançant plusieurs projectiles sur Sylvia. Elle subit de lourds dégâts, mais s'inquiète surtout pour Arthur, car le combat se rapproche dangereusement de l'endroit où elle l'a caché. Le monstre lance un dernier projectile que Sylvia ne peut pas esquiver sans risquer de toucher Arthur. Elle utilise donc toute son énergie pour l'intercepter et arrêter le temps temporairement. Pendant cette pause, elle dit à Arthur de sortir de sa cachette. Arthur obéit, car cela semble sans danger, et il voudrait lui poser des questions, surtout sur le fait qu'elle soit un dragon. Mais il n'y a pas le temps. Son pouvoir d'arrêter le temps ne durera plus longtemps, et elle doit l'éloigner d'ici au plus vite.
Elle ouvre une faille dimensionnelle qu'elle préparait, mais à cause de ses blessures et du manque de temps pour finaliser le sort, le portail mène au milieu de nulle part au lieu de la maison d'Arthur. Elle voulait éviter de l'envoyer dans la forêt, car c'est dangereux, mais elle n'a plus le choix. De toute façon, elle est convaincue qu'Arthur peut survivre seul et retrouver son chemin grâce à la technique qu'elle lui a apprise. Elle ne s'inquiète donc plus pour sa sécurité. Elle lui demande à nouveau ce qu'il compte faire avec ce pouvoir, et sans hésiter, Arthur répond qu'il ne l'utilisera que pour protéger sa famille. Sylvia est rassurée, il ne s'en servira pas pour des raisons égoïstes. Avant qu'il ne parte, elle veut encore lui offrir quelque chose. Elle crée un œuf et une plume devant Arthur. Elle lui demande d'envelopper l'œuf dans la plume et d'en prendre grand soin. Comme dernier cadeau, elle imprime sa volonté dans le corps d'Arthur sous forme de marque sur ses bras. Arthur est surpris d'avoir soudain 2 tatouages sur les bras, mais Sylvia n'a plus la force d'expliquer. Elle lui dit qu'il comprendra un jour comment les utiliser, même si elle ne sera plus là pour le lui enseigner. Elle s'excuse aussi auprès d'Arthur, car en réalité, elle aurait pu le téléporter chez lui dès le début. Mais elle s'amusait tellement avec lui qu'elle ne voulait pas que ça se termine, et maintenant, à cause de cette décision égoïste, elle l'a mis en danger. Arthur se sent mal, car il sait qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Sylvia, même après tout ce qu'elle lui a enseigné. Il se fiche qu'elle soit un dragon ou un monstre. Pour lui, elle est un membre précieux de sa famille. Il lui dit qu'il la considère comme sa mère, mais Sylvia lui rappelle qu'il a déjà une maman. Alors Arthur dit qu'elle peut être sa grand-mère. Sylvia ne s'attendait pas à ça, mais elle aime beaucoup l'idée d'être appelée grand-mère. Elle lui demande de le redire, et il le fait avec plaisir. Sylvia est très triste de ne plus pouvoir le revoir, mais le temps presse. Elle le pousse doucement pour qu'il entre dans le portail. Arthur comprend, alors il prend les cadeaux et entre dans le portail. Mais à la dernière seconde, il change d'avis et supplie Sylvia de venir avec lui. Elle ne peut pas, alors elle ferme le portail et l'envoie loin. Le temps reprend son cours, et Sylvia est frappée par le projectile de l'autre monstre. Les dégâts semblent mortels. Elle s'effondre au sol, mais le monstre doute qu'elle soit morte, il la sait trop puissante pour tomber ainsi. Il baisse sa garde en s'approchant de son corps inerte, mais dès qu'il est à portée, Sylvia utilise toute l'énergie qui lui reste pour lancer une attaque qui l'incinère avec tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 mètre. Pendant que le portail téléporte Arthur, il entend un dernier message de Sylvia. Elle lui demande s'il se souvient de ce qu'elle lui a dit sur la bonne manière d'utiliser ses pouvoirs. Arthur s'en souvient, mais reste très triste. Sylvia lui dit que le monde est un endroit triste, et que des choses comme ça arrivent, mais c'est pourquoi Arthur doit le changer, pour le rendre meilleur. Arthur proteste, disant qu'il ne pourra jamais faire une chose pareille. Mais elle ne s'attend pas à ce qu'il change le monde d'un seul coup, il peut le faire petit à petit. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il prend le contrôle du monde. Sylvia connaît la vie antérieure d'Arthur en tant que roi. Même si elle n'approuvait pas la façon dont il régnait à l'époque, elle est convaincue que tant qu'il ne se laisse pas consumer par la haine, il deviendra un grand roi capable d'améliorer le monde. Un peu plus tard, Arthur se réveille au sol et jure d'honorer la promesse faite à Sylvia. Mais d'abord, il doit sortir de cette forêt. Arthur avance un peu plus et confirme qu'il y a des gens à proximité, car il entend à nouveau un cri fort provenant de la forêt. Il commence rapidement à se déplacer en sautant d'arbre en arbre, tout en s'assurant de ne pas faire tomber l'œuf qu'il doit protéger. Peu de temps après, il trouve l'origine des cris, une jeune elfe est en train d'être kidnappée par des mercenaires. Ces derniers mentionnent que les elfes se vendent plus cher et qu'ils pourront enfin quitter cette horrible forêt. Arthur suppose qu'il compte la vendre comme esclave, ce qui lui rappelle les criminels qui les avaient attaqués, lui et sa mère, avec les mêmes intentions. Bien que cela le mette très en colère, il garde en mémoire les enseignements de Sylvia, ce qui lui permet de réprimer ses pensées négatives et d'éviter de se laisser dominer par ses émotions. Suivre discrètement. Il les suit jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'ils s'installent pour camper. Il se demande s'il pourrait leur demander leur chemin vers l'établissement humain le plus proche, mais il s'inquiète davantage que la jeune fille soit blessée. Avec cela en tête, il se prépare et attend. Il se met en position et commence à accumuler de l'énergie. Les heures passent, la nuit tombe, et Arthur observe les loups, se demandant pourquoi ils sont si obéissants. Il découvre que c'est grâce à la magie, et décide alors de les utiliser pour son plan de sauvetage. Il les perturbe en leur lançant des objets, ce qui force les mercenaires à sortir pour les faire taire, craignant que le bruit n'attire les monstres de la forêt. Quand l'un d'eux s'éloigne des autres, Arthur en profite pour s'approcher instantanément de lui et l'éliminer discrètement avec un sabre d'énergie. Il lui prend ensuite son couteau, qu'il utilise pour abattre le suivant, distrait par la vue du cadavre. Avec 2 mercenaires éliminés, Arthur se rend compte que se battre avec ce corps d'enfant est épuisant. Quelques secondes plus tard, d'autres mercenaires s'approchent pour demander pourquoi les autres mettent autant de temps. Arthur les attaque sans perdre de temps, mais ne parvient qu'à blesser l'un d'eux à la jambe. Le cri de douleur attire leur chef, qui est aussitôt averti de la présence d'un enfant magicien. Au lieu d'avoir peur, le chef le considère comme une aubaine, convaincu que sa valeur dépasse de loin celle de l'elfe. Il décide donc de ne pas le blesser. Il commence à préparer un sort, et pendant qu'Arthur l'observe, il se demande ce qu'il est en train de faire. Le chef l'attaque,
mais Arthur l'évite de justesse en reculant. Il tente ensuite de le frapper d'un coup de pied, mais son adversaire l'esquive facilement, tout en reconnaissant que ce n'était pas si mal. Comme cela n'a pas fonctionné, Arthur tente une autre stratégie, il lui lance son couteau, attaché à un fil, mais le mercenaire le rattrape en plein vol, ce qu'Arthur n'avait pas anticipé. Aussitôt, le chef contre-attaque avec une grande vitesse, et Arthur n'a pas le temps d'esquiver le coup de pied. Le mercenaire, sûr de lui, s'approche pour voir le visage de sa prise, et le soulève par les jambes. Depuis cette position, Arthur concentre de la magie de feu dans sa jambe, réussissant à condenser l'élément à cet endroit précis. Le mercenaire le lâche brusquement, mais déclare qu'il va quand même vendre son cadavre à un de ses fous collectionneurs. Profitant de son moment de distraction, Arthur lui relance son couteau et réussit cette fois à l'atteindre directement au front. Le dernier mercenaire, blessé à la jambe, demande pitié, mais Arthur la lui refuse, car l'elfe leur avait demandé grâce et il ne l'avait même pas écouté. Après l'avoir éliminé lui aussi, il monte dans le chariot pour retirer le bandeau sur les yeux de la fillette. En le faisant, il aperçoit brièvement la silhouette d'une autre personne en elle. Il ne comprend pas ce que cela signifie, mais laisse cela de côté et lui dit qu'il n'y a plus de danger, qu'elle peut sortir. Une fois dehors, elle s'inquiète pour le bras blessé d'Arthur. Il comprend bien sa réaction, un enfant normal serait choqué par ce genre de choses. En y pensant, c'est la première fois qu'il est avec quelqu'un de son âge. Ensuite, il couvre les cadavres et lui dit qu'un enfant ne devrait pas voir ce genre de scène. Elle lui fait cependant remarquer qu'il en est un lui aussi, donc ça n'a pas beaucoup de sens qu'ils disent ça. C'est alors qu'elle lui demande ce qu'il est advenu des gens méchants qu'il avait enlevés, et Arthur lui répond qu'ils ont eu un malheureux accident, mais que désormais, elle est en sécurité, et c'est tout ce qui compte. Ces mots la rassurent, et elle se sent soulagée. Arthur s'équipe ensuite avec les affaires des mercenaires et lui dit au revoir, prêt à vivre sa propre aventure. Mais la fillette le retient en le prenant par la manche. Il comprend tout de suite qu'elle ne veut pas être abandonnée. Il lui explique qu'il doit retrouver sa famille, qu'il a d'autres affaires à régler. Mais cela ne suffit pas à la décourager. Il lui demande alors si, en théorie, une elfe ne devrait pas être en sécurité dans la forêt. Elle lui répond que, selon ses parents, les monstres des arbres mangent les enfants. Elle explique qu'elle poursuivait des insectes et s'est perdue. Elle ne sait pas à quelle distance se trouve son village, qui se situe malheureusement dans la direction opposée de celle qu'Arthur souhaite suivre. En y réfléchissant bien, il comprend qu'il ne peut pas l'abandonner comme ça, et accepte donc de l'aider. Il se tourne alors vers les loups, qu'il ne sait pas comment contrôler. Il envisage de leur offrir une fin sans souffrance, mais la fillette lui propose plutôt de les relâcher. Arthur s'inquiète à l'idée qu'il pourrait les attaquer. Elle le rassure en disant qu'ils ont simplement été utilisés par des gens mauvais, et que le peuple de la forêt respecte toute forme de vie. Ces mots convainquent Arthur. Une fois libérés, les loups s'en vont dans la forêt sans poser de problème. Arthur sourit, soulagé. N'ayant plus rien qui les retienne, il lui demande de l'accompagner afin qu'il puisse la ramener chez elle. Ils reprennent alors leur route à travers la forêt, jusqu'à ce que le jour se lève. À ce moment-là, Arthur réalise qu'il ne connaît toujours pas son nom. Elle se présente alors, elle s'appelle Tessia Eralite. Arthur se présente à son tour. Pendant ce temps, il termine de lui préparer un repas et lui conseille de manger, même si elle n'a pas faim, car le chemin pourrait encore être long. Ce conseil lui rappelle un moment où Sylvia l'avait forcé à manger, et il se rend compte qu'il parle exactement comme elle. Tessia se plaint que la nourriture a une drôle d'odeur. Arthur lui explique que c'est simplement de la viande séchée bouillie avec un peu de sel, tout en ajoutant qu'elle serait sûrement meilleure avec quelques herbes. Elle fait la grimace en mangeant, mais lui dit qu'elle aimerait quelque chose de sucré. Arthur, de son côté, réalise qu'il a toujours vu la nourriture comme un simple moyen de se nourrir, mais qu'en matière de comportement enfantin, il aurait beaucoup à apprendre de Tessia. À ce moment-là, elle lui demande ce qu'il fait dans la forêt d'Elchir. Il lui répond qu'il a été séparé de sa famille, ce qui pousse Tessia à constater qu'ils sont dans la même situation, même si elle ne l'accompagnera pas lorsqu'il retournera auprès des siens. Arthur lui demande alors à quoi ressemble la vie dans le pays des elfes. Ils commencent à discuter tout en reprenant leur marche. Tessia lui raconte que Lénore est un endroit amusant, et que comme ses parents sont très occupés, elle passe beaucoup de temps avec son grand-père et ses tuteurs. Plus tard, Arthur remarque que le trajet a duré plus longtemps que prévu, et qu'il n'y a aucun indice sur la position du pays des elfes. En se tournant vers elle, il remarque des insectes lumineux voltant autour. Tessia les trouve jolis et lui explique qu'à Elnoir, il y en a beaucoup, et qu'on les utilise souvent pour baliser les chemins. Elle en attrape un sur son doigt et lui demande s'il en veut un. Même s'il refuse, elle lui en accroche un à l'oreille, affirmant que ça lui va bien, comme une boucle d'oreille. Quelques secondes plus tard, l'insecte s'envole, et Arthur suppose que c'est ainsi que les enfants jouent entre eux. En changeant de sujet, Tessia lui confie que dès que son mana se réveillera, elle ira s'entraîner chez son maître, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Arthur trouve cela intéressant, car il semble qu'il n'y ait pas d'éducation organisée chez les elfes, mais il évite de lui en parler pour ne pas la troubler. À ce moment-là, il remarque qu'un des loups les suit, mais il continue d'avancer sans rien dire, le laissant faire. La nuit tombe, et il monte un campement pour se reposer.
Mais Arthur entend le hurlement du loup cornu qu'ils avaient vu plus tôt, et regrette de ne pas l'avoir éliminé. Il demande à Tessia d'entrer dans la tente pour se reposer, pendant qu'il montra la garde à l'extérieur. Maintenant seul, il réfléchit à tout ce qui s'est passé au cours de la journée. Et il se demande aussi ce que Sylvia voulait lui donner. Un peu plus tard, Tessia sort pour lui demander s'il est sûr de ne pas vouloir dormir, et même si son grand-père lui a dit qu'elle ne devait pas dormir avec des hommes, elle lui assure qu'elle ne le dira à personne. Arthur lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est pas du tout fatigué, mais elle insiste en soulignant que s'il reste dehors, on saura qu'il y a des enfants, et cela pourrait leur causer des problèmes. Ses inquiétudes le poussent à lui dire qu'elle a peur des fantômes, mais Tessia précise qu'elle pense seulement à leur sécurité à tous les deux et que, pour cette raison, ils devraient monter la garde depuis l'intérieur de la tente. Finalement, il accepte d'y entrer, et elle insiste pour dire qu'elle n'a pas du tout peur, mais lui demande de ne pas sortir sans la prévenir, et surtout de ne pas s'endormir avant elle, très important. Même sans dormir, Tessia lui demande s'il vient du royaume des humains, car d'après ce qu'elle a entendu, les hommes humains sont des porcs et ont plusieurs femmes. Arthur est surpris par cette remarque et répond qu'il doit bien y avoir des elfes pareils aussi, mais il finit par comprendre qu'elle ne sait même pas ce que signifie être un porc. Quand il essaie de lui expliquer davantage, il remarque qu'elle s'endort très rapidement, ce qui lui fait penser que cette expérience ressemble à celle d'avoir une petite sœur. Le lendemain, ils reprennent immédiatement la route, et Arthur remarque que Tessia est tellement à l'aise avec lui qu'elle semble avoir oublié les esclavagistes. Cela le dérange, car il est inquiet pour sa propre famille et ne veut pas tarder à les retrouver. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise, une douleur insupportable émerge de son noyau de mana. Tessia lui demande s'il va bien, et même s'il lui dit que oui, elle décide de partir chercher des herbes pour l'aider. Arthur tente de l'avertir que c'est dangereux, mais sa voix ne l'atteint pas. Le temps passe, la douleur ne s'estompe pas, au contraire, elle devient de plus en plus fréquente. Il se demande s'il doit en parler à Tessia, mais rejette rapidement l'idée, ne voulant pas l'inquiéter. À ce moment-là, le loup à cornes réapparaît, ce qui n'est pas du tout bon signe à ses yeux. De son côté, Tessia revient avec quelque chose pour soulager ses maux de ventre, sans se douter de la gravité de son état. Arthur lui demande de ne pas s'approcher pour sa sécurité, mais l'animal ne fait que déposer une proie morte au sol avant de repartir. Tessia suppose que c'est une façon de leur rendre l'appareil pour l'avoir libéré, ce qui surprend Arthur, car il ne comprend pas ce genre de comportement. Cette nuit-là, il mange l'animal offert par le loup, et Arthur le trouve délicieux, comme si ça venait de la capitale. Elle lui explique qu'elle n'a pas trouvé d'herbe médicinale, mais a cueilli des champignons très nutritifs, car les femmes d'Elinor en mangent toujours. Arthur goûte, mais cela ne fait que lui provoquer beaucoup de gaz, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Plus tard, alors qu'ils sont dans la tente, Tessia lui parle des histoires qu'elle écoutait pour s'endormir, mais au bout de quelques minutes, Arthur ne peut s'empêcher de tomber de sommeil. Une fois réveillés, ils reprennent la route. Arthur n'a d'autre choix que de supporter la douleur dans son noyau de mana. C'est là que Tessia lui dit qu'ils se connaissent bien maintenant et lui demande s'il est d'accord pour qu'elle l'appelle Art, comme le feraient des amis. Il accepte, sans trop de commentaires. Elle lui demande alors si c'est tout ce qu'il a à dire. Arthur lui répond alors, sur un ton cérémonieux, que pour un paysan de basse extraction comme lui, accompagné d'âme Tessia Héralide est un honneur qu'il ne mérite pas. Elle ne comprend pas trop ce qu'il veut dire, trouvant ce genre de blague trop vieille, mais lui réplique elle est une pleurnicheuse qui ne veut pas aller aux toilettes toute seule. Tessia, un peu vexée, lui demande de se taire, se plaignant qu'il se comporte ainsi alors qu'elle essayait juste d'être son amie. Arthur suppose qu'elle va bien, vu son bon état d'esprit. Elle passe devant, et c'est là qu'il trouve ce qu'il cherchait, une sorte de lumière incrustée dans un arbre. Arthur s'inquiète en voyant cette chose inconnue qui génère du vent, mais quand elle essaie de la traverser, elle l'invite à la suivre, sous-entendant que c'est l'entrée du pays des elfes. À peine a-t-il franchi les frontières du royaume des elfes qu'Arthur est arrêté par les gardes, car il est un humain entré sans autorisation. Se retrouvant dans cette situation, Arthur comprend qu'il est dans de sérieux ennuis. Et même s'il était normal que Tessia retourne au royaume elfique, il avait baissé sa garde à cause de son innocence. En la voyant debout, sans rien dire, il essaie d'attirer son attention pour qu'elle l'aide, mais ce qu'elle fait, c'est le regarder avec un air très sérieux, ce qui le prend complètement par surprise. Juste après, les gardes le forcent à s'agenouiller, ayant l'intention de l'exécuter sur place. Arthur réalise alors quelque chose d'important qu'il avait oublié, les gestes amicaux qu'elle lui avait montrés auparavant étaient en réalité très superficiels. Avec l'expérience, il sait que les véritables amis ne se font pas aussi facilement. Alors que l'ordre d'exécution est donné, Tessia reprend ses esprits et supplie qu'on le relâche, affirmant qu'il n'est pas un mauvais humain et que c'est lui qui l'a sauvé et ramené ici. Mais les gardes supposent que ce vil humain l'a manipulé pour qu'elle prenne son parti, et ils poursuivent l'exécution. C'est alors que le chef des chevaliers intervient et leur ordonne de libérer l'humain immédiatement. Tessia les réprimande ensuite pour avoir été aussi extrême avec son sauveur. Mais le vieil homme lui fait remarquer que la princesse disparue vient de réapparaître entraînant un humain sauvage. Alors il comprend la réaction des gardes. Tessia l'appelle grand-père,
et celui-ci se présente alors à Arthur comme étant l'ancien dirigeant du royaume d'Elnoir, Virion Héralite. Il le remercie d'avoir sauvé sa petite fille, la princesse Elnoir. Naturellement, Arthur est choqué par cette révélation et met plusieurs secondes à assimiler l'information. Tessia sourit en voyant sa réaction, tandis que Virion lui demande si elle ne lui avait vraiment pas dit ce détail crucial. Elle répond innocemment que non. À ce moment-là, les parents de Tessia arrivent. Elle court immédiatement les embrasser, très heureuse. Arthur suppose qu'il s'agit du roi et de la reine du royaume d'Elnoir, mais le père de Tessia remarque aussitôt la présence d'Arthur et ordonne aux gardes de l'arrêter. Virion l'interrompt en expliquant que c'est lui qui a donné l'ordre de le relâcher. Sauvage ou non, ce garçon a sauvé Tessia et l'a ramenée saine et sauve. Il doute qu'un tel acte mérite une exécution. Tessia prend alors la défense d'Arthur, confirme qu'il l'a bien sauvé et demande qu'on ne soit pas méchant avec lui. Son père reste sceptique, mais elle insiste fermement, allant même jusqu'à demander qu'on l'accueille au château. Elle prend alors Arthur par la main et demande sérieusement à son père s'il lui donne l'autorisation. Celui-ci cède à contre-cœur, ne voulant pas lui faire de peine, mais intérieurement, il bouillonne. Avant qu'il ne parte, Virion dit à Arthur qu'ils parleront plus tard. Arthur, de son côté, ressent une étrange force émanant de Virion sans vraiment savoir pourquoi. Sans attendre, Tessia emmène Arthur en courant vers le château. En chemin, il observe tout autour de lui. Il remarque que les regards que lui lancent les elfes ne sont pas amicaux, ce qui lui confirme que les livres qu'il avait lus étaient assez précis. Apparemment, les relations entre elfes et humains sont très fragiles, à cause de conflits passés. En plus de cela, il a du mal à croire qu'il ait l'opportunité de voir une civilisation aussi unique. Il trouve aussi que Tessia est vraiment spéciale, mais il repense toujours au regard sérieux qu'elle lui a lancé plus tôt sans en comprendre la raison. Dans tous les cas, il sait qu'il ne peut plus se permettre de baisser la garde, pour éviter de nouvelles mauvaises surprises. Peu après, ils arrivent enfin au château. Tessia demande aux servantes de bien traiter son invité, car il est son sauveur. Mais, comme on peut s'y attendre, elles sont un peu déconcertées par le fait que c'est un humain. Tessia propose plein d'activités amusantes à faire, mais Arthur l'interrompt, il souhaite d'abord expliquer clairement à ses parents comment ils sont arrivés ici. Ces derniers acceptent et ils se retrouvent dans une salle de réunion. Tessia prend soin de rendre l'ambiance agréable pour qu'Arthur se sente à l'aise, ce à quoi il ne s'attendait pas du tout. Il se demande même si c'est vraiment normal. C'est alors que le père de Tessia se présente comme il se doit, Alduin Héralite, actuel roi d'Elnoir. À ses côtés se trouve la mère de Tessia, la reine Mérial Héralite. Une fois leur présentation faite, Arthur se présente à son tour. Il explique qu'il vient d'une humble ville du royaume de Sapin. Il reconnaît que son statut ne lui permettrait normalement pas d'avoir une audience avec un roi, encore moins avec le souverain des elfes. C'est pourquoi il est profondément honoré de cette opportunité qui lui est offerte. Alduin admet que, pour quelqu'un issu d'un milieu modeste, Arthur a reçu une éducation impressionnante. De son côté, Arthur pense qu'il valait mieux se montrer sérieux, car s'il se laissait traiter comme un simple enfant, il n'obtiendrait rien. Il raconte alors comment il s'est retrouvé séparé de sa famille à la suite d'une embuscade de bandits, tout en omettant certains détails. Il ne ment pas, mais ne dit pas toute la vérité non plus. Quand il en vient à parler de sa rencontre avec Tessia, l'atmosphère change du tout au tout. Alduin s'indigne immédiatement en entendant parler d'humains esclavagistes. Mais Arthur, toujours respectueux, lui répond que les trafiquants d'esclaves partagent un métier, pas une race. Avant qu'Alduin ne réplique, Virion intervient pour lui demander comment un enfant comme lui aurait pu sauver Tessia. Il suppose qu'il a dû négocier avec les ravisseurs ou les supplier de la libérer. Arthur clarifie que ce n'était ni l'un ni l'autre. Il leur révèle qu'en dépit de son apparence, il est Alduin doute qu'un simple enfant puisse vaincre des esclavagistes avec ses sorts, mais Arthur assure que c'est le cas. Tessia vient appuyer ses propos, affirmant que c'est bien vrai. Un des gardes critique néanmoins cette histoire, persuadé qu'il a manipulé la princesse pour s'infiltrer dans le royaume. Il reçoit l'ordre de se taire, tandis que Tessia confirme une nouvelle fois, des hommes mal intentionnés l'ont enlevée et elle les a entendus dire qu'ils comptaient la vendre. Sa mère s'approche alors pour la prendre dans ses bras. En voyant cela, Alduin commence à croire l'histoire d'Arthur. Ce dernier le remercie et lui dit qu'il aimerait faire une demande. Étant lui-même tombé sur ses terres après une attaque, tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est retourner à Sapin et retrouver sa famille. Alduin n'est pas très enthousiaste à l'idée de lui accorder cela comme récompense pour avoir sauvé sa fille. Après avoir vu de ses propres yeux l'hostilité des elfes envers les humains, il trouve déplacé qu'un humain ose réclamer de la gratitude. Mais Arthur lui explique que c'est justement à cause de cette haine, si les elfes sont si convaincus que les humains sont des sauvages, alors ils ne devraient pas eux-mêmes commettre d'actes barbares envers lui. Alduin reconnaît le raisonnement, mais lui rappelle que la haine entre elfes et humains ne disparaîtra pas de sitôt, et reste donc opposé à son départ. C'est là que Tessia s'approche pour le fusiller du regard, ce qui place son père sous une certaine pression, venant de sa fille si déterminée. Il informe alors Arthur que le portail vers le royaume de Sapin ne peut s'ouvrir que lors du Conseil des Trois Races, qui a lieu tous les 7 ans, et le prochain n'aura lieu que dans 5 ans.
Cette révélation anéantit le moral d'Arthur, qui juge que c'est bien trop long. Alduin ajoute qu'ils ne peuvent pas se permettre de garder un humain avec eux aussi longtemps, alors il enverra des soldats pour le raccompagner chez lui. Arthur le remercie, soulagé à l'idée de bientôt rentrer. Mais soudain, cette violente douleur dans sa poitrine revient. Alduin, comme si de rien n'était, lui annonce que l'escorte sera prête demain matin. Arthur, malgré la souffrance, fait de son mieux pour ne rien laisser paraître. Plus tard, il se rend dans sa chambre pour prendre un bain. Il s'interroge sur ce qu'il ressent, sur cet état qui empire chaque jour. Il souhaite que Sylvia soit là pour l'aider à comprendre ce mal qui le ronge. Une fois changé, il sort sur le balcon, respirer l'air du soir, dont la fraîcheur lui fait du bien. Il sait qu'il ne peut pas continuer comme ça, et qu'il doit absolument comprendre ce qui lui arrive. Il aperçoit alors Tessia et ses parents dehors, souriant, heureux d'être réunis. Cela le pousse à penser à ses propres parents, Reynolds et Alice. Il doute qu'ils se soient laissés capturer aussi facilement, et veut croire qu'ils ont réussi à fuir sains et saufs. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas tout de suite que Tessia l'a repéré depuis en bas. Ensuite, Arthur se met à errer dans les environs, tout en luttant contre la douleur. Tessia vient alors vers lui, et il la salue en plaisantant, lui demandant s'il a interrompu sa séance de dorlotage. Elle le gronde pour être méchant et lui demande d'arrêter de se moquer, avant de lui présenter des excuses, consciente que son père et les autres ont été très impolis avec lui. Arthur lui dit de ne pas s'inquiéter, car cela montre à quel point ils étaient préoccupés pour elle, et c'est justement pour cela qu'elle doit continuer d'être la petite princesse gâtée qu'elle est. Une fois de plus, Tessia le gronde pour l'avoir appelé ainsi et suppose que la même chose lui arrivera quand il retrouvera ses parents. Un silence un peu long s'installe alors, et Arthur finit par lui demander si elle croit vraiment que ses parents seront heureux de le revoir. Il veut savoir si elle pense sincèrement que son père et sa mère seront contents de le retrouver. Il sait que des bandits les ont attaqués à cause de lui, qu'ils ont souffert, et il doute qu'ils aient pu le regretter après tout cela, lui, qui n'a même pas été capable de protéger sa famille. Tessia comprend alors mieux ce qui se passe dans son esprit. Après l'avoir écouté attentivement, elle le prend par les joues et se met à le secouer brutalement. Arthur lui demande ce qu'elle fait, et Tessia lui dit aussitôt que c'est évident que ses parents sont tristes de ne pas pouvoir le voir. Elle, en tout cas, l'est déjà, alors qu'il n'est même pas encore parti. Il est surpris par cela, et tout à coup, une multitude de lumières se met à illuminer l'endroit autour d'eux. Quand Arthur fixe le paysage, il voit l'image de ses parents qui l'appellent avec un sourire, et il s'interroge sur les épreuves qu'ils doivent traverser en ce moment. Changeant de sujet, Tessia lui parle des fleurs au sol, appelées pollucioles. Mais Arthur se souvient à nouveau du moment où elle était restée paralysée lorsqu'il l'avait arrêtée. Il ne comprend toujours pas pourquoi, mais en y repensant, il sent que l'obscurité en lui continue de l'engloutir, tout comme chaque combat de sa vie passée. Il se critique pour avoir été aussi naïf. Il lui demande pardon sans donner d'explication, mais lui fait savoir qu'il aime aussi ses lumières. Tous deux profitent alors de ce moment paisible. Soudain, un projectile est tiré dans leur direction, mais Arthur l'attrape à la main grâce à sa rapidité, puis utilise sa magie pour accélérer et attaquer l'ennemi. C'est alors que Virion le salue, après avoir bloqué son coup. En voyant que c'est lui, Arthur lui demande comment il a pu faire ça, car il aurait pu tuer sa propre petite fille. Virion se moque du fait qu'il ait pu croire qu'un simple tir comme ça aurait pu tuer quelqu'un. Arthur confirme que ce qu'il tient dans la main, ce sont des lucioles, donc ce n'était qu'un leurre. Virion reconnaît qu'Arthur a réagi immédiatement pour la défendre, et il croit désormais vraiment qu'il s'est battu contre ces esclavagistes. En d'autres termes, il voulait simplement le tester. Une fois encore, Tessia lui demande de le laisser tranquille, car elle est certaine qu'Arthur n'est pas un humain mauvais. Virion leur répond qu'il ne voulait pas déranger et qu'en réalité, cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas autant attiré son attention. Il invoque ensuite une épée d'entraînement pour la tendre à Arthur, et utilise sa magie pour écarter Tessia du centre de la place. Une fois en face l'un de l'autre, Virion devient plus sérieux. Arthur décide de frapper le premier, mais en esquivant ses attaques, Virion lui fait réaliser qu'il est fort. Arthur tente de se concentrer au maximum et utilise son mana, mais son adversaire reste plus rapide. En échangeant des coups sans qu'aucun ne soit décisif, Virion finit par détruire l'épée d'Arthur en moins d'une minute. Arthur empêche un éclat d'atteindre Tessia. Ils échangent ensuite des attaques puissantes, ce qui rappelle à Arthur le regard des bêtes qu'il affrontait dans l'arène dans sa vie précédente. Il est soudain projeté par la magie supérieure de Virion, mais il se ressaisit vite et attaque à nouveau, réussissant cette fois à lui porter un coup au front. À ce moment, Virion dit qu'il ne s'attendait pas à devoir se battre sérieusement et annonce qu'ils vont entamer la deuxième manche. Juste avant que cela ne commence, sa petite fille le saisit brutalement par derrière, lui fait une prise douloureuse et lui demande de le laisser tranquille. Il se tord de douleur, mais elle continue de le gronder, car elle veut qu'il se retienne dans ce genre de situation. Son père lui explique que s'il ne l'avait pas fait, il aurait été la victime dans cette histoire. En entendant cela, Arthur n'y croit pas du tout et lui dit que c'est un honneur qu'il le surestime autant. Mais il lui fait savoir que s'il le pense vraiment, alors il fera de lui son apprenti. Il veut donc savoir s'il accepte cette invitation.
Arthur lui répond que ses parents ne savent même pas encore qu'il est toujours en vie, donc il ne sait pas s'il peut accepter. Virion lui dit qu'il y a peut-être un moyen de leur faire savoir qu'il va bien. Lorsqu'il se tord de douleur, cela confirme les soupçons de Virion, il a hérité de la volonté de la bête. Une fois encore, Virion déclare qu'il fera de lui son apprenti, car sinon, il mourra. Ensuite, nous voyons que maintenant, Arthur est en train d'agoniser à cause de toute la douleur qu'il endure. Un étrange monstre apparaît devant lui, le poussant à se demander s'il s'agit d'une manifestation de son anxiété ou de sa lourde responsabilité. Cependant, en entendant son nom répété, il se réveille brusquement et découvre que Tessia est sur lui. Bien qu'il soit agacé, il la traite de monstre de ses rêves et lui demande 5 minutes de plus. Tessia, en colère, lui ordonne de se lever car son grand-père l'attend. En se levant, elle lui demande si c'est vrai qu'il restera avec eux. Arthur lui répond qu'il ne le sait pas encore, car il veut d'abord s'assurer de pouvoir communiquer avec ses parents. Lorsqu'il l'appelle princesse, Tessia se fâche, lui rappelant qu'il doit l'appeler Tess au lieu de princesse. Pendant ce temps, ailleurs, Alduin insiste auprès de son père pour qu'il n'autorise pas Arthur à rester dans le royaume, arguant que cela va à l'encontre de la tradition de permettre à un humain de rester. Cependant, Virion lui explique qu'il veut qu'Arthur reste parce qu'il s'est attaché à lui, et c'est la seule raison. Tessia informe son père qu'Arthur l'a sauvé, mais son père lui ordonne de se taire. Virion, cependant, déclare que cela suffit et emmène les enfants avec lui. En chemin, Arthur demande combien de temps il faudra pour arriver chez cet ami mystérieux. Tess finit par s'endormir et Virion explique à Arthur qu'elle s'est levée très tôt, car elle est très curieuse de savoir ce que l'avenir lui réserve. Elle lui révèle qu'en tant qu'unique héritière du trône, elle a grandi dans un environnement solitaire, trahi à maintes reprises par des gens, des enfants aux adultes. Pour cette raison, elle reste distante des autres, mais elle remarque qu'à ses côtés, elle sourit beaucoup et lui est reconnaissante pour cela. Arthur observe Virion et pense qu'il est capable de remercier même un enfant quand c'est nécessaire, ce qui le convainc qu'il peut lui faire confiance. Quelques heures plus tard, ils arrivent enfin à destination. Arthur se demande qui peut bien être cette mystérieuse personne, amie de Virion. Soudain, ce dernier se met à frapper à la porte en criant à sa mystérieuse amie, qu'il traite de vieille sorcière. Furieuse, elle ouvre la porte et la lui claque au visage. Elle se présente comme Rhygna d'Arcassan, une mage très spéciale. Arthur se présente à elle, et elle les invite à entrer. Une fois à l'intérieur, il se demande comment elle est censée l'aider. Il explique à Rhygna que son grand-père lui a parlé d'une amie très spéciale. En l'entendant, Rhygna reproche à Virion d'être trop indulgent avec ce garçon et explique à Arthur qu'elle est ce qu'on appelle une voyante. Elle sent qu'il est très particulier, car même elle ne peut pas voir certaines parties de lui. Allant droit au but, elle lui demande s'il veut communiquer avec ses parents pour leur dire qu'il va bien. Lorsqu'Arthur le confirme, elle lui demande de regarder un seau d'eau en se concentrant et en pensant à ses parents. Pendant qu'Arthur s'exécute, elle utilise sa magie, lui demandant de les visualiser le plus précisément possible. Une fois qu'il les verra, il pourra leur parler. Alors qu'Arthur se concentre sur ses parents et sur chaque détail les concernant, nous voyons ces derniers sur le point de déjeuner, tristes, car c'est l'anniversaire de leur fils. Ils ne peuvent penser qu'à cet horrible incident. Reynolds se sent coupable, car il avait demandé à son fils de protéger sa mère, et s'il ne l'avait pas fait, Arthur serait probablement encore avec eux. Ils pensent en effet que leur fils est mort dans cette chute. Une fois arrivés en ville, ils ont été accueillis par un ami de Reynolds, chez qui ce dernier a commencé à travailler. Alors qu'ils pleurent la perte de leur fils, Arthur leur parle soudainement, les laissant stupéfaits. Il leur explique qu'il va bien, qu'il est toujours en vie et qu'il se trouve dans le royaume des elfes, et le noir. S'il peut leur parler maintenant, c'est grâce à une mage spéciale. Il s'excuse, car bien qu'il aimerait rentrer bientôt, il ne peut pas, car quelque chose ne va pas avec son corps et il doit le réparer. Il leur demande de ne pas s'inquiéter, car il reviendra une fois guéri. Ses parents, emplis d'un espoir renouvelé, sont soulagés de savoir que leur fils est en vie. Arthur leur demande de ne pas se blâmer, puis leur explique qu'il ne sait pas s'il pourra les contacter à nouveau, mais qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Il leur dit qu'il les aime. En perdant la connexion, il se sent soulagé de savoir que ses parents vont bien et décide de ne plus les faire souffrir. Il demande à Virion de faire de lui son disciple. Plus tard, Tess explique à son père qu'Arthur l'a sauvé 2 fois, et s'il le chasse maintenant, on pensera que les elfes sont ingrats. Après réflexion, Ardoin finit par accepter. Virion informe son fils qu'il entraînera lui-même Arthur et lui demande de faire en sorte que tout le pays soit au courant. Il prendra également toute la responsabilité. Plus tard, Ardoin s'excuse auprès d'Arthur, admettant que son long règne l'a peut-être rendu têtu et vieux jeu. Il a sauvé sa fille, et maintenant, il est le premier disciple de son père. Les 2 rois s'excusent auprès de lui et lui souhaitent la bienvenue dans le royaume. Arthur se demande ce qui les a fait changer d'attitude si soudainement, mais en voyant Tess et Virion, il comprend que le roi ne peut pas dire non à sa fille ni à son père. Alors qu'il se serre la main, Tessia interrompt son père, lui disant que s'il se soucie vraiment de ce qui s'est passé, il devrait permettre à Arthur de sortir jouer, car elle veut lui montrer tout le royaume. Peu après, excité,
Elle entraîne Arthur pour lui faire découvrir le royaume. Il est émerveillé par l'endroit, tandis que Tessia, débordante d'enthousiasme, veut lui montrer toute la ville. En chemin, il croise un petit elfe qui ordonne à Arthur de ne pas le toucher avec ses sales germes humains, affirmant que ce n'est pas parce que le vieil homme l'apprécie qu'il a sa place ici. Les autres enfants le soutiennent, traitant Arthur de singe. Une petite elfe, plutôt laide, est également présente, et Tessia demande à Arthur de les ignorer. Cependant, il pense qu'il devrait jouer le jeu avec eux. Le petit elfe dit à Tessia qu'elle ne devrait pas se mêler à cette vermine et propose de devenir son escorte, se présentant comme Ferry Tivsar. Arthur commence à le taquiner, lui demandant s'il n'est pas le célèbre Ferry Tidvokar. Furieux, Ivsar lui demande comment il ose l'appeler ainsi, mais Arthur continue de le provoquer, lui présentant les excuses humbles d'un insecte comme lui. Il tente de partir, mais Ivsar ordonne à Arthur de s'arrêter, refusant d'accepter son sarcasme. Avec l'honneur de sa famille en jeu, il le défie en duel. Tessia lui demande ce qu'il pense en défiant le disciple du vieil homme, ajoutant qu'un noble comme lui devrait connaître sa place. Ivsar répond que son père lui a appris à ne jamais laisser quiconque salir son honneur. Il demande à Arthur s'il accepte le duel ou s'il préfère fuir et déshonorer son maître. Arthur se demande si un duel n'est pas quelque chose de sérieux dans ce pays, mais voyant que tous les adultes observent, il finit par accepter, avec Tessia comme juge. Alors que le terrain est préparé, les adultes se révèlent être de grands commères. Tessia donne le signal du début du duel, et Ivsar se jette sur Arthur, qui le repousse d'un coup de poing, l'envoyant valser. Surpris, Arthur se demande s'il n'a pas frappé trop fort. Tessia le prend par la main et l'entraîne en courant. Tout en courant, Arthur pense qu'il s'attache de plus en plus à la princesse. Il passe une journée merveilleuse à explorer la ville. Dans les boutiques où Arthur est rejeté pour être humain, Tessia intervient. À la fin de la journée, voyant qu'il est pensif, elle lui demande si quelque chose ne va pas. Il répond que non, mais il pense à ce que Virion lui a dit, son entraînement sera très dur, comparable à plonger dans du goudron bouillant. Arthur a choisi de rester dans un pays étrange, sans le soutien de sa famille, et même vivre au jour le jour demandera un grand effort. Cependant, s'il y parvient, il obtiendra de grands résultats. Virion lui demande à nouveau s'il est sûr de lui, et Arthur lui fait clairement comprendre qu'il est décidé. Il dit à Tessia qu'il est enthousiaste à l'idée de commencer son entraînement, car c'est lui qui décidera de son propre avenir. Tessia lui répond qu'elle aussi va s'efforcer de ne pas être surpassée par lui. Le lendemain, Arthur commence son entraînement. Il pense que depuis son arrivée dans ce monde, le temps a passé très vite. Son chemin a été semé d'embûches, et ce qui l'attend sera encore plus difficile. Mais pour l'instant, il se concentre sur progresser et s'entraîner dur, car c'est lui qui prendra les rênes de son destin. Nous faisons ensuite un saut de 3 ans dans le futur, où une Tessia plus âgée, comme à son habitude, continue de taquiner Arthur au réveil. Le lendemain, Arthur demande à Tessia où vont ses parents, car il monte dans le carrosse, et elle lui répond qu'ils vont assister à une réunion ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle le force à manger la nourriture et lui fait remarquer qu'avec la beauté de la fille qui a cuisiné, il ferait mieux d'être reconnaissant. Arthur accepte de prendre une bouchée de ce burger, tout en soulignant de manière moqueuse que le mot belle ne lui convient absolument pas, ce qu'il a dit dans l'intention de l'embêter, et ça a parfaitement fonctionné. Plus tard, ils vont dans la forêt pour s'entraîner avec Virion, où ils s'affrontent tous les deux avec une grande intensité. Pendant ce temps, Virion leur dit qu'ils sont trop lents. En remarquant à quel point Tessia est agressive, il suppose qu'ils n'ont plus besoin d'échauffement et leur donne des épées d'entraînement pour commencer le vrai entraînement. Arthur prend l'épée et, en signe qu'ils vont se battre, remercie Tessia, tandis qu'elle lui assure qu'elle va le frapper bien fort. Ainsi commence le combat. Virion les observe attentivement et, à ce moment, constate que les deux sont prêts pour la phase suivante. Plus tard, ils prennent une pause, et il leur annonce qu'ils vont commencer par un rappel sur la magie. Après avoir stabilisé leur mana, la base de tout ce qu'ils vont apprendre, ils pourront maîtriser l'un des 4 éléments, feu, eau, vent et terre. Leur affinité avec les éléments dépend généralement de leur race. Par exemple, et comme c'était évident, les elfes se spécialisent dans le vent, l'eau et la terre. En revanche, les nains sont souvent doués pour la terre et le feu, et les humains ont montré une capacité à utiliser les 4 éléments. Cela surprend Arthur. Il précise également que la majorité des humains ne peuvent utiliser qu'un seul élément, à cause de leur compatibilité individuelle. Certains peuvent utiliser plusieurs éléments, mais ils sont l'exception. Tessia demande à son grand-père pourquoi Arthur n'utilise pas la magie dans les entraînements physiques comme elle le fait. Et il répond que c'est à cause d'une faiblesse, car Arthur a la volonté de la bête endormie dans son noyau de mana, qui n'est pas du tout faible. Cette volonté perturbe l'équilibre du corps et du noyau de mana, étant la source de toute sa douleur. En y pensant, Arthur croit que cela doit avoir un lien avec Sylvia, car il n'y a pas d'autre explication pour ce qu'il ressent. Virion continue en expliquant que c'est pour cela que la première étape était d'intégrer son mana à son corps. À ce moment, Tessia regarde Arthur d'un air agacé, car son expression suggère que ses coups lui font très mal, ce qu'il trouve normal et pas du tout étrange, car l'idée est de frapper fort, mais elle va encore le frapper plus tard pour ça. À ce moment,
Il pense à elle, sachant que si un elfe éveille son mana à 10 ans, il est considéré comme un prodige, et comme si cela ne suffisait pas, elle a éveillé le sien à 9 ans. Depuis, elle a été sa partenaire d'entraînement tout en apprenant à se battre. Virion demande à Arthur s'il lui reste encore des forces, et voyant que c'est le cas, il lui annonce qu'il est sur le point d'éveiller la volonté de la bête en lui, et que si ça fonctionne, il n'aura plus à s'inquiéter de cette douleur et deviendra un véritable dompteur de bêtes. Arthur accepte de continuer, alors il s'approche et lui indique qu'il va activer son noyau de mana, en lui assurant qu'il ne ressentira qu'un peu de chaleur, mais rien de grave, il ne va pas mourir, mais rien de plus. Une fois le processus commencé, Arthur commence à ressentir une douleur dans la poitrine, mais soudain, cette volonté de la bête réagit de manière agressive, libérant une énorme quantité de pouvoir. Alors qu'Arthur est submergé par cette énergie, Virion et Tessia sont violemment repoussés. Arthur ne comprend rien de ce qui se passe, et après avoir libéré toute cette énergie, il s'effondre au sol, totalement affaibli, puis perd connaissance. Virion se pose la même question, ne comprenant pas ce qui vient de se passer, quelque chose qui l'a pris par surprise. Plus tard, Arthur se réveille dans son lit avec Virion à ses côtés, qui lui demande s'il sait d'où vient sa volonté de la bête. Arthur hésite à lui dire la vérité, mais après quelques secondes de silence, il lui raconte qu'il est très probable qu'il s'agisse d'une dragonne. À peine entend-il cela, Virion a du mal à y croire, mais il suppose que c'est vrai à cause de ce qu'il a vu quelques instants plus tôt. Ensuite, il lui demande de ne le dire à personne, car la volonté d'un dragon est destinée à attirer des conflits indésirables. Arthur accepte et le remercie, appréciant qu'il s'inquiète pour lui. En changeant de sujet, Virion l'informe que son départ est prévu dans 4 mois, ce qu'Arthur n'attendait pas, car il pensait qu'il lui restait 2 ans. Virion lui explique que les 3 royaumes organisent un échange culturel pour les jeunes des 3 royaumes. Pendant l'échange, l'entrée de la ville est ouverte. En voyant son expression, il lui demande s'il y a quelque chose, car il va enfin revoir sa famille. Arthur lui donne raison, mais bien que ce soit une bonne chose, il n'est toujours pas entièrement heureux de devoir partir d'ici. Virion lui demande de prendre du repos et lui fait savoir que Tessia est déjà au courant, et on peut voir qu'elle n'est pas non plus heureuse. Quand Arthur est dans son lit, il voit soudain l'objet que Sylvia lui a donné commencer à briller, et dès qu'il commence à luire, il confirme ses soupçons qu'il s'agissait d'un véritable œuf. Quelques secondes plus tard, ce qui sort de la coquille est un animal, et Arthur suppose qu'il s'agit d'un dragon. En le prenant dans ses mains, ils échangent des regards, et il trouve qu'il est très mignon, mais soudain, le dragon le mord violemment au bras. Une fois qu'il s'en dégage, Arthur remarque qu'il a une marque magique à l'endroit où il a été mordu, comprenant que c'était l'œuvre du dragon lui-même. Celui-ci confirme que oui, car, comme Arthur peut le remarquer, il peut communiquer avec lui dans sa tête. Malgré la morsure surprise, Arthur prend les choses calmement, évite d'en faire un poulet rôti et décide de lui donner le nom de sa mère, Sylvia, tout en lui demandant de l'appeler papa. À la réaction amicale de son nouvel enfant, il suppose que le nom lui a plu, et en plus, il commence à penser que cette marque sur son bras est plus importante qu'il n'y paraît. Il mentionne qu'il ne s'attendait pas à devenir père à 8 ans, pour ensuite s'effondrer sur son oreiller, épuisé par le sommeil. Le lendemain, il se réveille en sursaut à cause d'un cri de Tessia, qui fait un scandale en découvrant la mignonne petite Sylvia. Sans hésiter, elle la prend dans ses bras pour la câliner, ce qui ne plaît pas beaucoup à Sylvia. Quand il se dirige vers la zone d'entraînement, Tessia essaie d'inviter Sylvia à revenir dans ses bras, mais celle-ci refuse, apeurée. À l'instant où Virion voit cet animal, il ne peut s'empêcher de devenir nerveux à l'idée de ce qu'il pourrait être, et Arthur lui dit que c'est un dragon, ou du moins, c'est ce qu'il croit. Virion ne peut s'empêcher de s'inquiéter, craignant que cela ne lui donne une crise cardiaque avec ce genre de surprise. Après s'être calmé et que son taux de sucre redescende, il lui dit que cela a dû naître lorsqu'il a pleinement assimilé la volonté de la bête, et qu'il ne doit pas s'en inquiéter, car personne ne croirait qu'il possède un dragon. À la place, il peut dire que c'est une bête rare de mana. Mais en se concentrant sur l'essentiel, il veut commencer l'entraînement d'aujourd'hui, car maintenant qu'il est un dompteur de bêtes, il devra entraîner son noyau de bête et son noyau de mana simultanément, c'est-à-dire en même temps, n'est-ce pas? Et la manière la plus efficace de le faire est en plein combat. Aussitôt, Virion exécute une technique spéciale où il est enveloppé par un puissant tourbillon, mais quelques secondes plus tard, il adopte une forme plus puissante de lui-même pour l'affronter. Arthur pense que, bien qu'il ne l'ait jamais sous-estimé, cela dépasse complètement ses attentes, et en un instant, il se déplace à une vitesse fulgurante pour atteindre son dos. À peine Arthur se retourne pour le voir, Virion change de style, empêchant Arthur de le suivre des yeux. Étant trop grand désavantage, notre papa combattant admet sa défaite sans hésiter, alors Virion revient à la normale et se place devant lui. Arthur lui dit que sa façon de se déplacer était impressionnante, qu'il ne pouvait même pas sentir où il était. Virion lui explique que la panthère de l'ombre confère un contrôle infini du vent et neutralise également le son, ce qui est une magie plus avancée. Cependant, elle n'est pas sans faiblesse, car elle est très épuisante pour commencer. Et en mettant la théorie de côté,
il l'avertit qu'ils vont commencer le véritable entraînement. Les jours passent, et avec le temps, Arthur commence à maîtriser la volonté de la bête. Peut-être est-ce pour cela que la douleur qu'il ressentait si intensément dans la poitrine a complètement disparu. Son corps s'est suffisamment renforcé pour supporter un entraînement auparavant insoutenable. De plus, lorsqu'il avait du temps libre, il le passait comme un enfant normal. Un de ces jours, Arthur accompagne Tessia dans les rues elfiques pour profiter du marché et des activités qui s'y déroulent, car il n'y a rien de plus thérapeutique que d'aller acheter des tomates. En avançant un peu plus, il heurte accidentellement un autre garçon, alors il s'excuse, mais l'elfe lui parle de manière peu amicale. Arthur le regarde bien et lui demande s'ils se connaissent. Cela offense Ferrite, qui lui rappelle qu'il était l'aristocrate qu'il a battu de manière déloyale et injuste. À peine dit-il cela qu'il le défie directement à un nouveau duel, mais le résultat est exactement le même que la fois précédente, car il subit une défaite totale et une bonne raclée. Arthur s'approche de lui pose la main sur l'épaule et lui dit qu'il est heureux de le revoir. Ferrite réagit d'abord de mauvaise humeur, mais finit par céder et lui serre la main, faisant la paix. Les amis de Ferrite supposent qu'il voulait juste être son ami, ce qui le met mal à l'aise. Arthur leur demande s'ils vont aussi participer à l'échange des jeunes des trois royaumes, et Ferrite répond que oui, en se vantant d'avoir été choisi comme ambassadeur de bonne volonté. Mais l'un de ses amis le contredit, disant que lorsqu'on a un haut statut, c'est obligatoire d'y aller. Ensuite, Arthur demande à Tessia si elle va y participer, mais elle reste silencieuse, ne voulant pas répondre. Sans lire l'ambiance, Ferrite dit qu'il ne voulait pas que la faible princesse se perde à nouveau, donc il ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle y aille. Tessia se sent très offensée qu'on la qualifie de faible et, sans réfléchir à deux fois, lui donne un bon coup pour qu'il n'ait aucun doute. Après l'avoir envoyé valser, il admet qu'il est surpris qu'elle n'ait rien encaissé. Pendant que les garçons s'occupent de Ferrite inconscient, Arthur réalise que c'est une mauvaise situation, alors il prend la main de Tessia et il fuit la scène du crime. Une fois seul, il la réprimande pour avoir frappé ses sujets, car elle ne peut pas oublier sa position et son statut. Bien qu'il pense aussi qu'il n'est pas le meilleur exemple pour dire ça. Donc, dans l'ensemble, il la comprend. Tessia explique qu'elle a réagi ainsi parce qu'il va rentrer chez lui et qu'elle ne peut pas assister à l'échange. C'est pourquoi elle n'aime pas qu'il la réprimande comme son père, allant jusqu'à le traiter de vieux jeu, avant de s'enfuir en courant. Cela fait un peu mal à Arthur, surtout ce mot, mais il lui donne aussi raison, car il est un peu ennuyeux, il ne va pas dire le contraire. Cette même nuit, Tessia reste dans son lit, incapable de retenir ses larmes, mais soudain, la fenêtre s'ouvre, et des lucioles entrent pour lui tenir compagnie. En s'en rendant compte, elle se retourne pour voir ce qui se passe et remarque qu'Arthur l'attend dehors. Il lui demande si elle veut aller dans la forêt comme il le faisait avant, et sans attendre sa réponse, il place une luciole sur son oreille comme pour l'orner, avec un sourire. Tessia réagit joyeusement et accepte son invitation. En s'enfonçant dans la forêt, elle mentionne qu'il ne devrait pas faire ça, car c'est interdit. Il précise que s'ils croisent des kidnappeurs cette fois, ils s'enfuiront, et ensuite, il lui montre les loups d'avant, ce qui la rend heureuse de voir qu'ils vont bien. Plus tard, il s'assoit pour se reposer, et Tessia lui demande comment est le royaume humain. Lorsqu'il répond qu'il ne sait pas, elle lui suggère de rester ici. Avant qu'Arthur puisse répondre, il remarque que Tessia s'est déjà endormie. Il laisse donc le sujet de côté. Le jour de l'échange arrive enfin, où on lui remet un objet et on lui dit que c'est une boussole qui l'aidera à ne pas se perdre à nouveau, et qui porte aussi le sceau de la famille Hérald. Ensuite, on lui conseille d'éviter de se promener trop la nuit, laissant entendre qu'on les surveillait quand ils s'échappaient ensemble. Arthur demande où est Tessia, essayant de changer de sujet, mais ses parents n'affichent pas une bonne expression face à cette question. Plus tard, Arthur doit traverser le portail pour partir, mais soudain, Tessia l'appelle en courant vers lui et trébuche accidentellement en chemin. Arthur n'hésite pas à aller vers elle et lui tend la main avec un sourire. Tessia lui demande de bien manger, de ne pas sortir seule, montrant qu'elle est très inquiète. Il la serre fort dans ses bras pour lui dire qu'elle va lui manquer. Tessia, incapable de retenir ses larmes, lui rend ses mots, et à cet instant, la porte du portail s'ouvre enfin. Plus tard, le carrosse emmène Arthur à sa destination, et il dit au revoir à Ferrite et aux autres garçons. En chemin, il observe l'endroit où il se trouve, la ville flottante de Xyrus, impatient de revoir enfin ses parents. En arrivant chez eux, il ouvre la porte, et celle qui l'accueille est une petite fille, ni plus ni moins que Eleanor, sa petite sœur. Alice court vers elle, car elle s'était échappée, et c'est à ce moment qu'elle et Reynolds regardent Arthur, qui les salue en disant qu'il est enfin à la maison et qu'il a faim. Arthur est accueilli par un grand câlin rempli de bonheur. Eleanor dit à Alice de ne pas pleurer, tandis qu'Arthur, en observant la petite, suppose qu'il s'agit de la fille qu'elle portait dans son ventre, c'est-à-dire sa petite sœur. Il s'approche donc pour se présenter. Alice explique à sa fille que c'est son grand frère, ce que la petite a encore du mal à assimiler, car maintenant elle devra partager tout en deux. Une fois installé dans le salon, Arthur confirme à ses parents qu'il va bien, qu'il est guéri de sa maladie. Face aux nombreuses questions d'Alice, inquiète à juste titre, Reynolds lui demande de ralentir pour lui laisser un peu d'espace. Ensuite,
Alice appelle Eleanor pour qu'elle regarde son frère et lui rappelle qu'il lui parlait souvent de lui avant de dormir. Arthur la salue, heureux de la voir, tandis que Sylvie, confiante, lui saute dessus, ce qui rend sa petite sœur très joyeuse. Une fois les choses calmées, Arthur leur raconte ce qu'il a fait. Bien qu'il ait confiance en eux, il décide d'omettre la partie où il a rencontré Sylvie. Il leur ment en disant qu'il a survécu à la chute grâce à une combinaison de magie subconsciente et de beaucoup de chance. Il leur parle aussi de sa rencontre avec Thésia et de sa récupération dans le royaume d'Eleanor, les rassurant sur le fait qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de sa maladie, car son noyau de mana, éveillé très tôt, a mis du temps à se stabiliser, mais tout va bien maintenant. Il pense qu'il n'aime pas mentir à ses parents, mais qu'il est trop risqué de leur dire toute la vérité avant d'être plus fort. Concernant son animal de compagnie, il explique qu'il a trouvé un nid de bêtes de mana lors de ses voyages, où la mère de Sylvie était mourante. Malheureusement, il n'a pas pu la sauver, alors il a décidé de s'occuper de la petite, qu'il a nommée Sylvie, un nom qu'il n'avait pas encore mentionné. Ses parents sont simplement heureux qu'il aille bien. Reynolds lui demande alors dans quel état se trouve son noyau de mana. Alice le réprimande pour poser cette question alors qu'Arthur vient à peine de revenir, mais Reynolds se défend en disant qu'il veut vérifier le progrès des deux. Avant de répondre, Arthur explique que son père a récemment trouvé un travail à la maison de vente aux enchères LSTA, où il forme l'équipe de sécurité. Quant à son noyau de mana, il y a 2 ans, il a atteint le stade orange foncé. Arthur sait que, dans l'ordre ascendant, la couleur du mana passe de noir à rouge, orange, jaune, argent, puis blanc, chaque couleur ayant 3 étapes, foncé, standard et clair. Il comprend donc que, en tant que renforçateur, Sphère a entraîné son physique, mais qu'améliorer son noyau de mana demande un effort colossal. Quand son père lui pose la question sur son propre noyau de mana, Arthur répond qu'il est au stade rouge clair. Reynolds se plaint que son fils l'a presque rattrapé, et bien qu'Alice le félicite pour son incroyable progression, elle reproche à Reynolds de ne pas faire attention à ses mots devant Eleanor. Ce dernier s'excuse et dit immédiatement à sa petite fille de ne pas répéter ce mot, ce qu'elle fait pourtant juste après. Laissant cela de côté, Reynolds invite Arthur à s'entraîner dans la cour, mais Eleanor continue de répéter ce mot interdit, ce qui les amène à discuter calmement. Soudain, un homme entre brusquement pour demander si c'est vrai que le fils de Reynolds est vivant. Celui-ci en profite pour présenter Arthur à ces personnes, l'homme est Vincent STA, qui dirige la maison de vente aux enchères, en d'autres termes, son patron, et à ses côtés se trouve sa femme, Tabitha STA. Arthur s'approche pour les rencontrer de manière très respectueuse, ce qui fait douter Vincent sur le fait qu'il soit vraiment leur fils. Ensuite, il lui présente leur fille, Lilia STA. Bien qu'elle reste calme, elle s'anime beaucoup plus quand Sylvie la laisse la câliner. Reynolds profite de l'occasion pour dire à Arthur que, comme cette maison appartient aux LSTA, il est content qu'il les ait rencontrés avant de faire une bêtise. Il informe également Vincent qu'ils vont s'entraîner ensemble dans la cour arrière. Une fois dehors, Vincent demande sérieusement si Arthur est vraiment au stade rouge clair. Alice explique que, bien que cela les surprise, elle sait que son fils apprend vite et n'a pas besoin de mentir. Vincent mentionne qu'Arthur a éveillé son noyau de mana à 8 ans et qu'il a déjà progressé de 3 étapes. Même les prodiges de 11 à 12 ans qui entrent à la prestigieuse académie de Xyrus atteignent à peine le rouge foncé. En les écoutant, Arthur décide qu'il vaut mieux ne pas leur dire qu'il n'a atteint le rouge clair que parce qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné tout en assimilant la volonté de Sylvia. Le combat avec son père commence, et ce dernier observe peu à peu ses capacités. Après avoir reçu quelques attaques, il lui dit que ce n'est pas suffisant et qu'il doit y mettre plus d'efforts. Arthur améliore alors ses techniques de frappe et de coups de pied. À la fin, il demande à Reynolds ce qu'il en pense. Reynolds répond que ce n'était pas mal du tout et admet qu'il ne peut pas se relâcher s'il doit se battre contre lui. Il annonce qu'il va maintenant combattre sérieusement et lui conseille de prendre cela comme un avertissement. Immédiatement après, il renforce l'un de ses poings avec de la magie, l'enveloppant d'une couche de flamme. Arthur se rappelle alors quelque chose d'important pendant leur combat. Dans ce monde, les sorciers ont une affinité plus marquée avec certains éléments. Un conjurateur découvre rapidement quel élément lui convient et commence à le maîtriser, mais pour les renforçateurs, ce n'est pas aussi clair, et ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour découvrir leur compatibilité. Dans son autre vie, il y avait quelque chose de similaire au mana, le ki. Contrairement aux éléments, on contrôlait son propre ki, et comme il n'y avait pas d'incompatibilité innée, bien que cela demandait plus d'efforts, ces efforts étaient mieux récompensés. Cela lui rappelle les renforçateurs. Il pense qu'il a eu beaucoup de chance depuis sa naissance ici, et c'est le résultat de tout cela. Incapable de contrer les attaques magiques de son père, il décide de passer aux choses sérieuses et imbue ses mains de mana pour échanger des coups à égalité. Lorsqu'ils se rapprochent à grande vitesse, leurs poings s'entrechoquent de manière explosive. À partir de là, les attaques échangées gagnent en intensité, et Arthur reste déterminé à continuer le combat. Ses souvenirs du ki de son autre vie ont rendu son entraînement avec Virion beaucoup plus fructueux. Des flashbacks montrent son entraînement avec Virion, qui lui avait dit qu'il avait beaucoup progressé avec l'élément du feu et qu'il était temps de passer à l'étape suivante.
Arthur met maintenant à l'épreuve les connaissances acquises lors de cet entraînement, ce qui lui permet d'utiliser une magie de feu avancée, ce que Reynolds reconnaît immédiatement, surpris. Arthur lui dit qu'il est encore tôt pour être surpris et, immédiatement après, concentre sa magie sur une source d'eau à proximité pour lancer une attaque directe contre son père. Reynolds bloque cette magie, le visage stupéfait par ce qu'il vient de voir. Quelques secondes plus tard, il s'approche de son fils pour lui dire que c'était incroyable, voulant savoir comment et quand il a appris cela, et ce qu'il peut faire d'autre. Arthur répond que c'était récent et qu'il ne maîtrise pas encore très bien. Vincent pense que c'était de la folie et dit qu'il a besoin d'un verre pour digérer tout cela. En revanche, sa femme considère Arthur comme un génie, et Lilia le regarde également avec surprise. Plus tard, tous se réunissent autour de la table, et Vincent demande à Reynolds s'il réalise à quel point son fils est prometteur. Reynolds répond qu'il le sait depuis son éveil à l'âge de 3 ans. Tabitha demande si c'est vrai, et Alice ajoute qu'il a même fait exploser leur maison. Quand Vincent apprend comment ils ont vraiment perdu leur maison, et que Reynolds, submergé par l'émotion des souvenirs, tombe de sa chaise en se penchant trop en arrière, Vincent propose d'inscrire Arthur à l'Académie Cyrus. Reynolds lui demande s'il est sérieux, car c'est l'académie de magie la plus prestigieuse du continent. Tabitha précise que, même s'il est ivre, son mari ne dit pas de bêtises et que, vu le potentiel d'Arthur, ils aimeraient investir dans son avenir, en prenant en charge les frais de scolarité. Alice n'est pas sûre, car malgré toute l'aide qu'ils leur ont apportée, ils veulent maintenant payer pour ses études, et Arthur n'a que 8 ans, donc ils ne savent pas ce que l'académie en penserait. Vincent ne peut s'empêcher de rire avec assurance et leur dit que grâce à son travail, il a rencontré la directrice de l'académie et peut lui parler directement. Avant qu'il ne continue, Arthur l'interrompt pour demander à donner son opinion, car il s'agit de son avenir. Vincent lui demande ce qui se passe, et Arthur leur rappelle qu'il n'a pas vu sa famille depuis longtemps, tout en remerciant pour leur intérêt. Vincent lui donne raison et admet enthousiasme. Arthur mentionne ensuite que l'entraînement l'a plus fatigué qu'il ne le pensait et demande la permission de se retirer. On voit que Lilia n'est pas très heureuse de le voir partir. Vincent se demande s'il a mal fait de mentionner cela si soudainement. Arthur marche dans le couloir, l'air abattu à cause de la conversation récente, quand Lilia l'arrête, lui disant que s'il continue dans cette direction, il finira au sous-sol. Elle lui propose de l'accompagner, car elle connaît un bon endroit. Ils arrivent dans la pièce où se trouvent les serviteurs et les employés de la maison, et Lilia leur annonce qu'elle vient avec un invité. La première personne à parler à Arthur est une femme âgée qui le reconnaît immédiatement comme le garçon qui a brûlé le jardin qu'elle entretient avec tant de soin. Il s'excuse sincèrement, mais un autre serviteur lui dit de ne pas prêter attention à ce qu'elle dit, car elle le taquine. Laissant cela de côté, Arthur observe Lilia plus attentivement. Il n'a presque pas parlé avec elle depuis leur rencontre, mais il voit maintenant qu'elle est très animée. Elle demande s'il reste du canard, et la servante d'avant lui demande de faire attention à ce qu'elle mange, car la maîtresse ne veut pas qu'elle grossisse. Lilia lui rappelle leur accord de ne pas parler de son poids et qu'elle est encore une jeune fille en pleine croissance, pas besoin de se retenir. Une autre servante murmure à Arthur que Lilia vient ici quand elle est stressée, car bien que les seigneurs ne soient pas sorciers, ils souhaitent plus que tout que Lilia éveille son mana, et elle aussi le souhaite, ce qui lui met une pression énorme. Le soir venu, Arthur parle à nouveau avec ses parents. Alice lui dit qu'elle a encore du mal à croire qu'il est de retour et le complimente pour avoir grandi et être très beau, mais malgré les changements, il reste le même à l'intérieur, intelligent et gentil. Reynolds est d'accord et ajoute que, bien qu'il ait découvert aujourd'hui qu'il sera un sorcier de premier ordre, ce n'est pas la meilleure nouvelle de la journée. Il décide de le laisser se reposer, mais avant de partir, Alice s'approche pour qu'il lui donne un baiser de bonne nuit, ce qu'Arthur accepte joyeusement. Avant de s'en aller, Reynolds lui dit que ce que Vincent a proposé était pour son bien, mais Arthur lui assure de ne pas s'inquiéter, car il sait que les Elstea n'ont pas de mauvaises intentions. Le lendemain, Arthur est surpris par le groupe Twinhorn, qui est ravi de le voir en vie. Angela est la première à réagir en l'enlaçant fort, tandis que les autres le saluent à leur manière. Bien qu'Adam essaie de parler de la bête de mana qui l'accompagne, Hélène l'empêche d'interrompre les retrouvailles. Jasmine, de son côté, examine les progrès physiques d'Arthur avant de l'enlacer, s'excusant en pensant qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Cela émeut un peu Hélène. En observant tout cela, Reynolds pense qu'il n'y a rien à ajouter. Peu après, il raconte à Arthur qu'ils sont allés jusqu'à Etistin et sont revenus, mais que la récompense a valu le voyage, bien qu'Adam soit le seul à ne pas être d'accord. Il mentionne aussi avoir visité toutes sortes d'endroits et qu'Adam a acheté des choses partout où ils sont allés. En discutant, Arthur réalise qu'il ne sait presque rien du continent de Dicatan et encore moins du royaume de Sapin. Il pense donc que devenir aventurier pour apprendre ce genre de choses ne serait pas une mauvaise idée. Cependant, quelque chose le préoccupe. On voit alors Lilia, assise seule, réfléchissant à la pression qu'elle ressent à cause de son désir d'éveiller son noyau de mana. Un nouveau jour, Arthur maintient sa concentration au maximum pour utiliser la magie spéciale de Sylvia, qui lui permet de paralyser le temps autour de lui sans être affecté. Lorsqu'il termine de l'utiliser,
Il ressent une immense fatigue qui le fait s'effondrer au sol, constatant qu'il ne peut la maintenir que quelques secondes avant d'atteindre sa limite. Cela le pousse à se demander s'il a été trop impulsif ou s'il aurait dû choisir une autre voie, mais il écarte rapidement ses doutes, car il veut maîtriser ce pouvoir pour protéger ses proches, comme Sylvia l'a fait pour lui. À ce moment-là, Sylvie s'approche, et en la voyant, il se rappelle clairement ce qui est le plus important, sa famille. Cependant, en l'enlaçant, il remarque immédiatement la mauvaise odeur qu'elle dégage. Il décide donc de l'emmener se baigner, ne voulant pas qu'elle empeste cette luxueuse maison. Pendant ce temps, il pense que les LSTA ont récolté les fruits de leur maison de vente aux enchères, car il a pu observer toutes sortes de services de grande qualité. Ensuite, il se concentre sur la situation de Lilia, dont les parents souhaitent qu'elle éveille son mana, ce qui lui cause beaucoup de stress. Une fois qu'il a fini de baigner Sylvie, Alice et les autres entrent pour lui annoncer que c'est à son tour de se préparer. Il l'emmène directement dans une boutique de vêtements, où un expert s'occupe de son apparence. Une fois prêt, sa mère et sa petite sœur sont les premières à admirer son allure, bien qu'il leur demande des explications sur tous ces changements. Il supposait qu'il voulait visiter la maison de vente aux enchères, et comme même la royauté y va bien habillée, il ne pouvait pas le laisser s'y rendre avec une mauvaise apparence. Mais pour l'instant, ils vont lui faire visiter la ville de Xyrus. Eleanor s'approche alors pour lui demander de l'escorter, ce qu'Arthur accepte galamment. Voyant cela, Lilia dit qu'elle ressent un peu de jalousie, car avant le retour d'Arthur, Eleanor était toujours collée à elle. Mais en mettant cela de côté, elle trouve que les vêtements lui vont bien et avoue qu'elle a choisi la plupart de ceux qu'il porte. Ensuite, ils commencent à visiter toutes sortes d'endroits en ville, passant un très bon moment ensemble. À un moment, des garçons saluent Arthur de manière amicale, et Lilia explique qu'ils étaient élèves de l'académie de magie Xyrus. Arthur pense qu'ils voulaient se battre, et Lilia confirme qu'il a raison, car ses uniformes en font presque des membres de la royauté, ce qui le laisse un peu perplexe. À cet instant, Arthur perçoit quelque chose dans une boutique et s'approche pour jeter un œil. Tabitha lui explique qu'il s'agit de noyaux de bêtes, des noyaux magiques extraits de bêtes de mana qui amplifient le pouvoir de leur possesseur. Arthur découvre que ce genre de choses se vend, et plus surprenant encore, s'achète comme si de rien n'était, ce qui ne se ferait pas dans le royaume des elfes. Elle mentionne aussi que les effets varient selon le noyau, et que s'ils contiennent la volonté de la bête, ils valent 100 pièces d'or. Alice précise à Arthur que cette somme suffirait à vivre 250 ans d'où ils viennent, ce qui le choque, car c'est énorme. Ensuite, Tabitha l'informe que certains seront mis en vente lors de la prochaine enchère, et qu'elle organisera tout pour qu'il puisse y assister. Arthur la remercie, mais au fond, il est satisfait de la volonté de bête qu'il possède déjà. Lilia tente de convaincre sa mère de lui en acheter un, mais celle-ci refuse immédiatement, lui rappelant qu'un noyau de bête n'est pas un raccourci pour éveiller sa magie, un sujet déjà abordé. De plus, elle ne voit aucun intérêt à acheter quelque chose d'aussi coûteux à une enfant. Bien que Lilia insiste, disant qu'il y en a des moins chers dans les armureries, sa mère refuse à nouveau et met fin à la discussion. Arthur remarque que Lilia est abattue à cause de cela, et lorsqu'il s'assoit pour manger, il voit qu'elle reste dans le même état. D'après leur conversation, Tabitha ne semble pas faire pression sur Lilia, donc il est possible que ce soit les attentes de son père qui la perturbent, ou peut-être autre chose. Il tente d'aborder le sujet, mais se rend compte qu'elle n'est plus à table. Il décide de la suivre et la retrouve dans une ruelle, devant l'armurerie qu'elle avait mentionnée, intéressée par un noyau de bête qu'elle pourrait acheter avec son argent de poche. Avant qu'elle ne prenne l'un d'eux, Arthur apparaît et lui demande si elle est sérieuse, car posséder un noyau de bête ne garantit pas qu'elle pourra utiliser la magie. Lilia répond qu'elle a déjà essayé beaucoup de choses et qu'elle n'a rien à perdre, mais face à son insistance, il lui fait comprendre qu'en tant que personne spéciale, il sait ce qu'elle traverse. Il ajoute que, peu importe combien elle supplie ses parents, il ne la laisse même pas toucher au noyau de bête. Arthur réalise alors qu'il est la cause de la pression qu'elle ressent. Il tente de lui proposer d'en parler, mais Lilia lui demande simplement de la laisser tranquille. Par maladresse, elle trébuche et heurte un garçon qui se trouvait derrière elle. Bien qu'il ne s'agisse que d'un simple accrochage, le garçon se montre très offensé par son manque de respect. Devant le scandale, le propriétaire s'approche pour voir ce qui se passe, mais en constatant que ces garçons sont des élèves de l'académie Xyrus, il se retire discrètement. Arthur se place devant Lilia pour la protéger, et comme le groupe de garçons ne semble pas prêt à reculer, il se met en garde pour se défendre si nécessaire. Avant que quoi que ce soit n'arrive, Tabitha entre pour calmer l'agitation et ordonne aux deux parties d'arrêter d'utiliser la magie. Le propriétaire intervient pour lui demander de faire attention, car ce sont des élèves de Xyrus, mais Tabitha les avertit qu'ils auront bien plus d'ennuis s'ils s'en prennent à la fille des LSTA. L'un des élèves explique aux autres que cette famille contribue financièrement à l'académie, et en raison de leur statut élevé, ils décident de se retirer sans rien faire de plus, bien qu'insatisfaits de l'issue. De retour à la maison, il raconte l'incident à Vincent, et Alice ajoute qu'elle était plus inquiète pour les autres élèves que pour eux. Lilia s'excuse auprès de son père,
mais il lui dit de ne pas s'inquiéter pour une broutille pareille et que cela ne posera pas de problème si Arthur s'inscrit à l'académie. Arthur tente de rappeler qu'il n'a encore rien confirmé, mais Vincent continue de parler, soulignant les nombreuses donations faites à l'académie, ce qui garantit que cet incident ne lui coûtera pas sa place. Lilia lui demande si cela signifie qu'il veut envoyer Arthur à sa place, car après tout ce temps, elle n'a toujours pas éveillé sa magie, et il chercherait à le remplacer par lui. Sa mère tente de la calmer, mais Lilia crie à son père qu'elle le déteste, et dit la même chose à Arthur. Plus tard, Arthur se rend à la porte de sa chambre pour lui annoncer que le dîner est prêt, mais n'obtient aucune réponse. Un employé propose alors de le guider jusqu'à l'endroit où elle se trouve. Dans un changement de scène, nous voyons des flashbacks du passé de Lilia, lorsqu'elle n'était qu'une petite fille. À cette époque, son père lui parlait de l'Académie Cyrus, l'école de sorciers où elle irait quand elle serait grande. Avec le temps, Lilia voulait savoir quand elle éveillerait sa magie, mais sa mère lui demandait de ne pas se précipiter. La Lilia actuelle se remémore les suggestions de sa mère d'envoyer Arthur à l'académie, ressentant une immense pression, car cela signifie qu'elle a échoué. C'est alors qu'Arthur la trouve et lui dit que ses parents s'inquiètent pour elle. Il tente de s'excuser, mais évite de prononcer ces mots, sachant que cela pourrait sembler arrogant, surtout venant de quelqu'un de privilégié comme lui. Après un silence, Lilia s'excuse à son tour et avoue qu'elle était jalouse de lui, car il est apparu de nulle part avec un pouvoir incroyable et a monopolisé l'attention de son père. Elle pense que c'est sa faute si elle n'a pas éveillé sa magie après tout ce temps, et croit que ses parents en ont assez d'elle. Arthur comprend ce qu'elle ressent, cette sensation froide de plonger dans l'obscurité des remords. Il décide alors de prendre ses joues entre ses mains et de lui dire qu'il attendait mieux d'elle, car même lui voit à quel point elle s'efforce. Il lui raconte qu'à l'époque où il était séparé de ses parents, une fille l'encourageait. À cet instant, il utilise sa magie pour créer des sphères de lumière dans l'air, expliquant que cette fille lui a appris à faire cela, représentant ses fleurs préférées. Il lui assure que ses parents savent à quel point elle travaille dur, et que les attentes de son père envers lui sont comme celles qu'il a pour Eleanor, qui ne lui prête attention que parce qu'il est une nouveauté. Cela fait sourire Lilia, qui confie que son père veut qu'elle devienne sorcière pour être heureuse, et c'est pourquoi il fait des dons à l'académie. Mais elle a ressenti cette pression toute seule, ce qui l'a submergée. Arthur ne pense pas que ce soit aussi simple, car il comprend que plus Vincent s'investit, plus les attentes de personnes extérieures à Lilia augmentent. Il lui demande alors si elle est sûre de vouloir utiliser la magie. Bien que cela le trouble un peu, il retourne ensuite dans le salon et annonce à Vincent que Lilia est partie de la maison, ce qui alarme Vincent et Tabitha. Arthur explique que Lilia fait cela pour éveiller sa magie, car il l'a envoyée à l'endroit où il s'est entraîné, les rassurant que c'est un bon endroit. Aussi fou que cela puisse paraître, Vincent n'y voit pas de problème, mais veut savoir pourquoi il a fait cela sans leur demander d'abord. Arthur répond que c'est ce que Lilia voulait, et qu'elle aurait hésité si elle en avait parlé avec eux. Il leur remet ensuite une lettre de Lilia, dans laquelle elle écrit que, tant qu'elle ne peut pas utiliser la magie, elle n'est qu'un fardeau pour eux. Elle promet de devenir une grande sorcière, même si cela prend des années, avant de revenir les voir, et leur demande de prendre soin d'eux. En lisant cela, Vincent s'effondre à genoux, réalisant qu'il a été insensé en lui faisant croire que devenir sorcière la rendrait heureuse. En réalité, elle n'a pas besoin de l'être, car même sans magie, elle reste sa fille, et il l'aime profondément. Soudain, Arthur demande à Lilia si elle a tout entendu, et elle ouvre la porte pour entrer, s'excusant auprès de ses parents pour leur avoir menti. Avant qu'elle ne continue, Arthur l'interrompt, estimant que c'est son père qui devrait s'excuser. Il sait que pour un parent, perdre un enfant est une douleur pire que la mort, surtout après avoir fait souffrir les siens pour une raison similaire. Il reconnaît aussi qu'il est blâmable d'avoir mis ses parents et Lilia à l'épreuve de la même manière. Vincent l'arrête, assumant toute la responsabilité, puis se tourne vers Reynolds et Alice pour admettre qu'il a été insensible en envoyant Arthur à l'académie, les suppliant de lui pardonner. Il s'excuse également auprès de Lilia, lui disant qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'académie, et promet de la rendre heureuse même si elle n'est pas sorcière. Mais malgré ces belles paroles, Lilia précise qu'elle veut y aller et apprendre à utiliser la magie, même si elle ne le peut pas tout de suite. Son souhait est de devenir une sorcière capable de rendre les autres heureux, comme Arthur. Ensuite, tous les trois s'enlacent, réconciliés, ses parents lui apportant tout leur soutien pour cet objectif. De son côté, Arthur prend une décision et annonce qu'il va éveiller le mana de Lilia. Il fait asseoir Lilia et Eleanor dos à dos sur le sol. Bien que Tabitha comprenne qu'il veut aider, elle n'a jamais entendu parler d'une telle chose et ignore ce qu'il prévoit ou si c'est sûr. Arthur demande à Lilia de se concentrer sur sa respiration, pensant que le mana s'intensifie par une respiration méditative et concentrée. Il leur indique d'inspirer profondément et d'expirer lentement, ce qu'elles font. Puis, il leur demande de fermer les yeux et de continuer jusqu'à ce qu'elles voient une lumière dans l'obscurité. Après quelques secondes, Eleanor s'exclame en voyant une belle lumière, mais la perd rapidement. Arthur explique que c'est parce qu'elle a arrêté de respirer. Lilia, elle, dit qu'elle ne voit encore rien, et il lui demande de persévérer sans se presser. Il pose alors ses mains sur leur dos,
leur disant de continuer à respirer même si elles ressentent de la chaleur. Peu après, Lilia parvient à visualiser des lumières, qu'elle trouve agréables et associées à la fleur qu'Arthur lui a montrée. Pour célébrer, les employés préparent un grand repas dans la joie, face à cet exploit de Lilia. Arthur lui explique que cela peut prendre 2 ou 3 ans pour que l'énergie se stabilise, et qu'elle devra s'entraîner chaque jour. Elle lui demande quels éléments elle pourrait utiliser, mais Arthur esquive la question avec une expression douteuse, ce qui les fait rire. Dans un changement de scène, un homme encapuchonné se dirige vers la maison de vente aux enchères avec un grand nombre de chevaliers, se demandant s'il trouvera quelque chose d'intéressant là-bas. Finalement arrive la nuit de la grande vente aux enchères où Arthur admire la maison de vente des Elstea, bien que Lilia lui suggère d'entrer, car l'amusement ne viendra pas le trouver dehors. Arthur pense alors qu'il y aura des aristocrates et des aventuriers profitant de la fête ce soir-là, et il considère que c'est l'occasion parfaite pour acheter l'inventaire rassemblé par Vincent et les autres collectionneurs. À ce moment-là, Lilia et Eleanor sont distraites par les noyaux de bêtes exposés, tandis qu'Arthur prête attention à d'autres choses. De son côté, Reynolds s'occupe de son travail en veillant à la sécurité du lieu, et il loue son apparence professionnelle. Peu après, la grande salle où se déroule la vente aux enchères est présentée. Vincent y introduit ses invités d'honneur, le roi Blaine, la reine Priscilla, le prince Curtis et la princesse Catilne. La 10e célébration anniversaire de la vente aux enchères des Elstea commence enfin, et tout le bruit généré par le public éveille en Arthur une certaine nostalgie, lui rappelant sa vie antérieure. Vincent présente le premier objet de la vente, une épée forgée par un artisan renommé, dotée d'un enchantement de mana qui fait circuler de l'électricité à travers sa pointe, ce qui l'affûte considérablement et produit un effet spécial paralysant l'ennemi. Alors que les enchères commencent à partir de 50 pièces d'or, Arthur analyse cette épée, comprenant désormais qu'une arme adaptée peut recevoir un enchantement élémentaire, ce qui attise sa curiosité d'essayer. Au fur et à mesure que les objets de la vente défilent, Alice lui demande s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Arthur répond qu'ils ne peuvent rien s'offrir, ce que sa mère confirme. C'est alors qu'Arthur s'enquiert de Sylvie, et sa mère lui répond qu'Eleanor l'avait avec elle il y a un moment, mais il constate tout de qu'elle n'est plus là, car Eleanor dort à côté de Lilia. Arthur décide donc de partir à sa recherche. Nous voyons alors Sylvie marcher tranquillement dans le couloir d'exposition, où elle croise une personne peu amicale. À ce moment-là, Vincent présente un lionceau du monde, une créature qui, une fois adulte, devient une puissante bête de mana, pouvant même atteindre la classe A. Curtis demande à son père, le roi, de l'acquérir, ce que ce dernier accepte sans hésiter. Vincent ouvre les enchères à 100 pièces d'or, et peu à peu, les personnes de haut rang dans le public font grimper l'offre à 300 pièces, voire 450 pièces. Mais tous les présents sont stupéfaits lorsque le roi lui-même propose une somme de 1000 pièces d'or, un geste que Vincent salue comme il se doit. Plus tard, en discutant seul avec lui, Vincent le félicite pour cet achat et lui demande ce qu'il compte faire de sa nouvelle acquisition. Blaine répond que, bien qu'il soit intrigué par l'idée d'avoir un compagnon, ce sera son fils qui s'en occupera, et s'il réussit, ce sera grâce à ses propres efforts. Le mage qui a trouvé Sylvie tente de l'inviter à l'accompagner, mais Arthur arrive à temps en l'entendant. En observant l'homme, il suppose qu'il s'agit d'un conjurateur au service du roi, car il se tenait derrière lui lors de leur arrivée à la vente. Avec cela en tête, Arthur demande au mage de lui rendre Sylvie, précisant qu'elle est sa compagne. Surpris, le mage s'étonne qu'elle ne fasse pas partie de la vente, estimant qu'elle est une bête de mana unique et qu'Arthur a beaucoup de chance, car elle semble très docile. À cet instant, Sylvie court vers Arthur pour grimper sur son épaule, ce qui déplaît au mage. Arthur s'en rend compte et s'excuse, tentant de partir rapidement, mais l'autre lui ordonne directement de laisser la bête, affirmant qu'il cherche depuis longtemps une bête de mana digne de lui et qu'il saura exploiter tout son potentiel. Il tire alors une flamme de feu à côté d'Arthur en guise d'avertissement, mais celui-ci reste impassible. Le mage lui propose un contrat, ajoutant qu'il devrait être reconnaissant et obéir, car il est un conjurateur de la famille royale. Arthur lui demande en quoi cela est important, ce qui pousse le conjurateur à tirer une autre flamme de l'autre côté, déclarant que c'est pour le bien du pays et de son avenir. Arthur, trouvant cela absurde, se retourne pour partir et l'ignorer, mais le conjurateur, nommé Sébastien, lui demande s'il ne réalise pas ce qui arrivera s'il s'oppose à la famille royale, menaçant que sa famille en subira les conséquences. Ces paroles touchent profondément Arthur, qui lui ordonne de répéter ses propos. À ce moment-là, il commence à dégager une aura meurtrière d'une puissance écrasante qui envahit toute la maison de vente. Soudain, les vitres se brisent, et une pression abyssale affaiblit les plus vulnérables, y compris Vincent. Le roi reste ferme, mais reconnaît que cette soif de sang est écrasante, sans comprendre ce qui se passe. Il ordonne rapidement à ses gardes de protéger les autres plutôt que lui et somme le responsable de sortir de sa cachette. Revenons à Arthur, cette soif de sang fait s'effondrer Sébastien, tremblant de peur. Mais après quelques secondes, Arthur réalise qu'il s'est laissé emporter par ses émotions. Il se calme, ramenant tout à la normale. Quand tout est fini, le roi appelle Reynolds, chef de la sécurité,
et comme ils n'ont pas pu attraper l'intrus, il l'informe qu'il devra recevoir une sanction disciplinaire. Sébastien, voyant qu'Arthur est le fils de Reynolds, dit au roi qu'aucune punition n'est nécessaire, mais mentionne subtilement Sylvie, suggérant qu'elle lui soit remise en compensation. Blaine explique alors à tous que Sébastien est le garde du corps de la famille royale depuis des années, ayant sauvé sa famille à de nombreuses reprises. Il réfléchit depuis longtemps à la meilleure récompense pour lui et, voyant qu'il s'intéresse à cette bête de mana, demande à Reynolds son avis. Alice empêche Arthur de parler, estimant que c'est une mauvaise idée, mais Reynolds s'excuse auprès du roi, précisant qu'il n'intervient pas dans l'adoption de la compagne de son fils, cette décision revenant uniquement à Arthur. Le roi s'adresse alors à Arthur pour connaître son opinion. Ce dernier tente de se calmer tout en analysant la situation, conscient qu'il a en face de lui le roi du royaume de Sapin. Il répond qu'il apprécie l'offre généreuse, mais qu'il craint de ne pas pouvoir accepter, car il ne pourrait pas remplacer Sylvie. L'un des chevaliers le réprimande pour son manque de respect, mais le roi le calme. Il fait alors une seconde offre, échanger Sylvie contre le lionceau du monde qu'il vient d'acheter, ce qui déplaît visiblement à son fils. Blaine ajoute que Sylvie est une bête très rare, mais que les bêtes reptiliennes de mana mettent du temps à mûrir et ne sont pas aussi puissantes que les prédateurs. Arthur s'excuse de ne pas avoir été clair, précisant qu'il n'a aucune intention de céder ou de vendre Sylvie. Le roi insiste, lui demandant s'il maintient sa position après qu'il le lui a demandé 2 fois, et pose la question une dernière fois, espérant une réponse différente. Arthur se lève et demande la permission de poser une question en retour, à quel prix renoncerait-il à ses propres enfants? Il souligne qu'il a refusé 3 fois, mais que l'orgueil du roi semble l'empêcher d'accepter cette réponse, d'où sa question sur la somme qu'il accepterait pour céder ses enfants. Cette offense pousse Sébastien à ordonner au chevalier d'attaquer Arthur, qui se défend sans hésiter, les neutralisant avec des coups chargés d'énergie. Sébastien critique les gardes pour leur incapacité à le capturer, insistant sur le fait que cette bête doit lui appartenir à tout prix, car elle est extrêmement précieuse. Il pointe alors son bâton vers Arthur et lui envoie une puissante flamme. Soudain, le temps s'arrête, et tous sont paralysés, sauf Sébastien, qui est déconcerté, son attaque étant également figée. Arthur s'adresse à lui, expliquant que ses sorts ne fonctionnent pas. Il marche lentement vers lui, libérant une puissance cachée qui l'a conduit si loin. Sébastien le met en garde, disant qu'il ne peut pas affronter un conjurateur de la famille royale, mais Arthur lui demande s'il pense toujours ainsi malgré les circonstances. Il utilise alors son pouvoir pour tordre la jambe de Sébastien, qui hurle de douleur. Bien qu'il appelle à l'aide, personne ne répond, et Arthur lui fait remarquer qu'il n'entend rien, l'exhortant à réfléchir à sa position actuelle. Sébastien perçoit une présence terrifiante en Arthur, comme une bête, ce qui le pousse à implorer sa pitié. Quelques secondes plus tard, le pouvoir d'Arthur de stopper le temps s'épuise, et la fatigue le fait tomber inconscient au sol. Arthur se réveille dans son lit, repensant à ce qui s'est passé. Il réalise qu'il a pu sortir du flux temporel pendant quelques instants, mais que le prix à payer fut élevé, ce qui l'amène à penser qu'il doit s'entraîner davantage. Alice entre alors, soulagée de le voir en bonne santé, accompagné de Sylvie. Arthur lui demande ce qui s'est passé après son évanouissement. Sa mère répond que tout le monde a paniqué, et bien que le médecin ait dit qu'il se réveillerait bientôt, cela lui a semblé une éternité, ce qui le contrarie, car il l'a encore inquiété. Plus tard, ils sortent au marché, où Alice choisit un accessoire pour Eleanor, souhaitant qu'Arthur le lui offre lui-même. Elle lui propose d'acheter quelque chose pour lui, mais Arthur n'est pas tout à fait rassuré, craignant que Reynolds perde son emploi. Alice lui rappelle qu'elle travaille aussi, et Arthur note que ses produits sont populaires parmi les nobles et présents dans toutes les boutiques de la ville, grâce au bon contact de Tabitha. En discutant avec Reynolds, celui-ci se dispute avec quelqu'un au sujet de l'incident, répétant que ce n'est pas une question d'argent et que son fils aurait pu mourir. Adam et Durden écoutent derrière la porte, et quand Arthur s'approche pour leur demander ce qu'ils font, ils tentent de le faire taire pour ne pas attirer l'attention. Arthur entre alors, et le secrétaire du roi s'excuse pour l'incident et expliquant que Sa Majesté souhaite offrir un geste de bonne foi pour compenser ce petit incident, une bourse de pièces d'or. Arthur est perplexe qu'on minimise ainsi l'attaque, mais se souvient qu'il doit jouer le rôle de la victime humble. Il remercie le secrétaire pour s'être déplacé, et celui-ci le félicite pour son attitude, confirmant que les gardes qui l'ont attaqué ont été licenciés. Reynolds trouve injuste qu'ils aient attaqué un enfant et s'en soit presque sorti sans conséquence, mais le secrétaire souligne qu'Arthur a défié le roi et qu'il ne faut pas oublier l'erreur dans le service de sécurité. Arthur calme son père et demande ce qu'il est advenu du conjurateur. Le secrétaire répond qu'il a été relevé de ses fonctions et est en cours de traitement. À son réveil, Sébastien l'a accusé d'être l'agresseur, mais il a été déterminé que le mana des 2 soldats s'est réfléchi sur lui, perturbant ses propres sorts. Pour cet incident regrettable, ils offrent cette bourse d'or en guise de réconciliation, conseillant à Reynolds d'enseigner de meilleure manière à son fils, car tous ne sont pas aussi cléments que le roi. Finalement, ils acceptent l'or, et l'affaire est close.
Lorsque le secrétaire se retire, Reynolds donne la compensation à Arthur, la victime, et lui confie que son attaque était spectaculaire. Adam et Durden se joignent à eux, émus par la conversation, versant des larmes pour une raison quelconque. Arthur réfléchit à cet incident dans son lit, le voyant comme un rappel clair qu'il n'est encore qu'un enfant dans ce vaste monde. S'il veut rivaliser avec le pouvoir d'une nation, il devra acquérir une puissance à la hauteur. Arrive enfin le jour où Arthur se présente à l'Institut de magie, mais il est distrait par une chouette qui apparaît devant lui. Il la suit lorsqu'elle s'envole vers la forêt, et après avoir avancé un peu, il rencontre une femme qui semble être une mage. Lorsqu'il s'approche suffisamment, elle lui dit qu'elle l'attendait. Dans un changement de scène, Arthur réfléchit profondément à l'Académie de Xyrus, une institution prestigieuse renommée pour avoir formé des érudits, des entrepreneurs, des gardes royaux, des dirigeants publics, des officiers militaires, et même quelques corrompus. C'est un établissement convoité par tous ceux qui aspirent à maîtriser la magie. À présent, Arthur se trouve face à la directrice, la plus haute autorité de l'Académie. Elle lui dit être ravie de le rencontrer enfin et curieuse de vérifier si Vincent exagérait en vantant ses mérites. Elle souhaite le découvrir par elle-même. Arthur accepte sans hésiter sa requête, et la directrice, impressionnée par sa détermination, lui demande de commencer immédiatement. Arthur perçoit une aura de puissance impressionnante émanant de la directrice, ce qu'il attendait de la tête de la plus grande école de magie du pays. Il se dit qu'en faisant bonne impression, il pourrait prouver que Vincent n'avait pas menti sur ses capacités. Sans trop réfléchir, il décide d'utiliser la magie du vent pour attaquer, soulevant d'énormes rochers qu'il projette à grande vitesse. Cependant, la directrice arrête tous les projectiles en